Salut les mecs! Les fictions en général, que ce soit des films, des mangas, des animés, des jeux vidéo, ce que vous voulez, toutes ces œuvres ont ce pouvoir unique de nous surprendre, de nous captiver, et parfois, on va le dire, de nous traumatiser, qu'il s'agisse d'une scène brutale, d'une trahison impensable ou d'un retournement de situation qui nous laisse la bouche ouverte. Eh bien, certaines séquences ont marqué l'histoire, encore une fois, du cinéma, des séries, des mangas, des jeux vidéo, à jamais. Et aujourd'hui, je vous propose un condensé ultime de mes 3 vidéos précédentes sur les séquences les plus choquantes de l'histoire de la fiction. Qu'il s'agisse d'exécutions glaçantes d'un personnage que l'on aime tous, d'une mort que personne n'a vu venir, ou d'une révélation qui nous a à tous retourné le cerveau, toutes ces scènes ont tous un point commun, elles sont gravées dans nos mémoires. Alors sans plus attendre, c'est parti pour le top 30 des moments les plus choquants de la fiction. Attention les jeunes! Alors pour commencer, pour notre numéro 10, on va parler d'une œuvre que j'ai déjà traitée dans une vidéo sur cette chaîne, c'est-à-dire Invincible. Pour ceux qui ont déjà vu cette super série, vous devinez sans mal du moment dont je vais vous parler, il s'agit évidemment de la fin du premier épisode où Omni-Man, aka Nolan, ou plutôt Nolan aka Omni-Man plutôt, massacre sans la moindre pitié tous les membres des Gardiens du Globe, qui sont à peu près un équivalent riche de la Justice League, que l'on voit pourtant se faire exterminer par un personnage qui jusque-là nous paraissait être une espèce de copie de Superman doublé d'un gentil père de famille. C'est une séquence très marquante qui a largement contribué au buzz de la série, extrêmement gore, sanglante, qui sort de nulle part, et qui en plus est superbement animée, il faut le dire. Et surtout, qui nous fait nous poser plein de questions. Pourquoi Omni-Man, pourtant censé être l'être le plus vertueux de la planète, a-t-il pu faire quelque chose d'aussi monstrueux? Est-ce qu'on lui a lavé le cerveau, ou est-ce qu'il serait en fait un être abject avec un projet mystérieux? Clairement, avec le visionnage de cette séquence, la seule chose qu'on a envie de faire, c'est de voir l'épisode suivant. Enfin, cela dit, toutefois, peut-être que certains d'entre vous pourraient me rétorquer que, on s'en fout, non? Enfin, je veux dire, la mode des méchants Superman, comme dans la série The Boys, Irredeemable, ou même le film Brightburn, ça commence à casser les reins à certains. Et on pourrait se demander ce que Invincible apporte de plus finalement, parce que voir un Clark Kent trop dark qui hagarde tout le monde, ça va bien 2 minutes. À cela, je dirais déjà qu'Invincible a beaucoup plus à proposer qu'un simple Superman version méchant qui tape sur tout le monde. Omni-Man étant un personnage vraiment intéressant, d'ailleurs, je vous renvoie à ma vidéo sur lui si vous voulez entendre mon analyse complète sur ce personnage, mais je dirais aussi et également que cette scène est intéressante aussi parce que l'adaptation télévisuelle de cette scène est bien mieux que dans le comics original, et c'est quand même rare. Parce qu'en général, on entend toujours dire « Oh, c'était mieux dans le manga » ou « Oh, c'est mieux dans les livres ». Justement, dans le cas d'Invincible, c'est mieux dans la série. Car oui, dans la BD, les gardiens reçoivent des appels de détresse qui les amènent à leur base. Cependant, en un clin d'œil, Omni-Man utilise sa super vitesse et les met en pièces en quelques secondes en l'espace de même pas une planche. Mais l'approche télévisuelle est différente puisque les gardiens se battent sur un pied d'égalité avec Omni-Man et lui opposent une farouche résistance en grande partie grâce à Red Rush, qui est l'équivalent plus ou moins de Flash. Ce qui empêche Nolan de les tuer par surprise. Cela conduit à une énorme baston avec les gardiens qui peuvent ainsi montrer leur pouvoir et leur travail d'équipe. Et même si Nolan finit par triompher, les gardiens font beaucoup de dégâts au Viltrumite, le laissant entre la vie et la mort. Le fait que les gardiens survivent plus longtemps que dans les comics, ça fonctionne beaucoup mieux pour la narration, car ça nous donne des éléments que nous n'avions pas pu voir dans les livres. Par exemple, Cécile de l'agence de défense globale et Damien Darkblood, équivalent un peu Wish de Hellboy, enquêtent sur la scène du crime, soupçonnent Nolan, ce qui explique pourquoi le gouvernement voudrait avoir sa propre équipe de super-héros pour contrôler et agir, comme une contre-mesure à l'encontre des Viltrumites. La récupération de Nolan ajoute également à l'intrigue, car il doit mentir à Cécile et à sa famille sur ce qui s'est passé, j'en passe et des meilleurs. Dans les comics, Nolan, le problème c'est qu'il est en parfaite santé. Personne du gouvernement n'a pu le lier au massacre, donc ce changement donne aux téléspectateurs plus de tension et de suspense. Je veux dire, est-ce que Cécile va découvrir la vérité sur Nolan? On ne sait pas. Ce choix contribue donc à créer plus de drame intrafamilial lorsque Omni-Man est enfin exposé. Et dans l'ensemble, ce changement apporté à Invincible est une excellente façon de préparer la tragédie à venir, en particulier lorsque Mark découvre de plus en plus ses pouvoirs et se rapproche de son père. Donc voilà pour toutes ces raisons pourquoi je mets le passage du massacre des Gardiens du Globe d'Invincible dans ma liste des moments les plus choquants de la fiction. Hello. What's your favorite scary movie? Passons à présent au numéro 9 de la liste, un film à petit budget du nom de Circle, sorti en 2015. Le concept de ce film est extrêmement simple. 50 personnes se réveillent dans une pièce sombre, ces individus ne se connaissent pas, viennent de tous horizons et sont disposés en cercle autour d'un sinistre appareil qui tue l'un d'entre eux toutes les 2 minutes de façon apparemment aléatoire. Très vite, ils découvrent qu'ils peuvent influencer la personne que l'appareil tuera dans une sorte de vote à l'unanimité. Ce qui veut dire que le groupe doit voter pour que l'un d'eux meure, et ce,
toutes les 2 minutes, jusqu'à qu'il n'en reste plus qu'un. Et bien vite, vous vous en doutez, le débat sur qui mérite le plus d'être sauvé et qu'est-ce qui fait que l'existence d'un individu va être plus précieuse que celle d'un autre individu, sera au centre du film. Avant toute chose, et il faut le souligner, contrairement à beaucoup d'autres œuvres de ma liste, ce film est totalement dénué de gore, de sang et même de tout liquide visqueux. Les personnages sont tués de la manière la plus propre et je dirais même de la manière la plus aseptisée qu'il est possible d'imaginer. Un flash de lumière et bim, c'est la mort. Bon, alors, vous allez me dire, où se trouve le choc là-dedans? Bon, déjà, la fin est absolument terrifiante, et on va en parler dans pas trop longtemps, et c'est pour cette scène que Circle est dans ma liste. Mais pour que vous puissiez comprendre, il faut quand même que je vous fasse un bref topo de l'intrigue. Alors, en gros, après que le groupe se décide à supprimer les vieux d'abord, ensuite les criminels et les quelques racistes qui se battent en duel dans le groupe, eh bien, ce dit groupe se divise en 2 camps. Alors, premier camp, les pragmatistes, qui estiment que pour que chacun ait une chance de s'en sortir, il faut voter direct sans même débattre, pour la petite fille et la femme enceinte du groupe, car il est évident que personne n'osera voter pour elle. Et en réalité, ce sont elles qui vont gagner de toutes les manières. Parce que, quoi qu'on en dise, l'humain a pour instinct de sauver les femmes et les enfants. Je sais pas ce qui vous fait dire que je suis un homme, mais je ne suis pas un homme. Donc, tout le reste du groupe est fatalement condamné à crever. En fait, voter est inutile, parce qu'une certaine manière, on sait très bien que ce sont elles qui vont survivre à la fin. Et donc, à l'opposé de ce camp des pragmatistes, il y a le deuxième camp, que l'on va appeler paresseusement les gentils, qui veulent protéger la petite fille et la femme enceinte, et faire en sorte qu'elles survivent jusqu'au bout. Le problème, c'est que dans le camp des gentils, entre guillemets, il se trouve un charmant jeune homme, au grand cœur, en tout cas à ce qui paraît, prénommé Eric. Alors Eric est le premier à vouloir protéger la jeune femme enceinte et la petite fille, c'est lui qui découvre le plan secret très pragmatique qui veulent en fait les tuer, c'est lui qui rassemble tout le reste du groupe afin de protéger les 2 innocents. Et étant donné que Eric est rapidement vu comme un ange de bonté protecteur des faibles, personne ne vote pour lui, et il survit jusqu'à la phase finale avec la femme enceinte et la petite fille. Et alors qu'on pense que c'est gagné, Eric, qui est en réalité un gros salopard de manipulateur, manipule justement la petite fille pour qu'elle se tue afin que le bébé de la femme puisse survivre, alors que lui-même vote pour la femme enceinte à la dernière seconde, ce qui fait que toutes les 2 meurent afin que Eric puisse survivre. Et donc Eric les tue toutes les 2 sans le moindre état d'âme. À cet instant, lui, c'est-à-dire Eric, et le fœtus à naître de la femme morte, sont les seuls survivants restants. Eric, qui n'a décidément aucune race, vote encore une fois pour le bébé, le tue et est renvoyé sur Terre. Donc ouais, en effet, c'est une fin choquante, ça c'est une évidence, mais en réalité, c'est même pas ça le plus choquant. Parce qu'à la toute fin du film, on se rend compte que ce sont bien et bien des aliens qui forcent toute l'humanité à faire ce jeu. Ce qui, logiquement, veut dire que c'est un processus de réduction de la population par les aliens. Donc, alors, si on va au bout de la logique, ça voudrait dire que des extraterrestres observant la Terre ont déterminé que l'humanité était gravement en surpopulation. Et que la seule manière d'éviter un désastre, c'est de se la jouer Thanos et d'éliminer 98% de la population humaine. Il décide que la meilleure façon de procéder est de laisser les humains décider quels 2% méritent de survivre, et donc forcément, on se retrouve avec ce film-là. Et donc, dans le processus de pensée extraterrestre, réunir 50 personnes dans une pièce et les laisser voter sur qui doit mourir et qui doit survivre semble être la façon la plus simple de procéder, puisque ce processus impliquerait plus de 100 millions de circles différents. Pour réduire la population mondiale de 98%, les extraterrestres ont logiquement complètement automatisé ce processus, ce qui expliquerait pourquoi nous ne voyons ni n'entendons jamais les extraterrestres au cours du film, et ont configuré leur vaisseau afin qu'ils ramassent des humains, les soumettent au processus et renvoient les survivants, confiant dans le fait qu'il s'agit de la seule personne sur 50 que leurs congénères ont sélectionné comme étant le meilleur spécimen d'humanité dans ce groupe. Et parce que leur mentalité ne comprend pas la manipulation sociale, il ne leur vient jamais à l'esprit que les survivants du processus seraient en fait les individus les plus psychopathes et les plus dénués d'empathie qui soient. Exactement comme Eric. Car clairement, parmi les nombreuses choses que le film nous montre, c'est que dans notre société moderne, basée sur le dialogue et le vote démocratique, c'est systématiquement le pire salopard beau-parleur qui réussit à s'en sortir. Et c'est pour cela que la fin de Circle trône à la 9e place de ma liste. Au numéro 8 maintenant, et on va encore parler d'une œuvre dont j'ai déjà parlé sur cette chaîne, nommément Spec Ops The Line. Alors ça ne devrait pas être une trop grosse surprise non plus, car bien souvent, dans le top des moments les plus horribles, tous jeux vidéo confondus, Spec Ops The Line a toujours sa place. Et pour cause. Dans ce jeu, on incarne un soldat américain, j'ai nommé Walker, envoyé en Arabie Saoudite pour récupérer des informations sur le 33e bataillon d'infanterie de l'armée des USA, qui est porté disparu au beau milieu d'une gigantesque tempête de sable. Le problème, c'est que notre bon soldat Walker, qui nous est d'abord présenté comme l'archétype du héros américain bourru mais au grand cœur, qui bute des vilains barbus pour la liberté de boire du coca
et de manger des hamburgers, tel qu'on peut le voir dans des films comme True Lies ou Commando avec Schwarzy, se transforme rapidement en un criminel de guerre complètement dingue, assoiffé de sang, tuant hommes, femmes, enfants sans distinction et n'ayant plus aucune limite. Et justement, cette transformation s'opère, ou commence à s'opérer, dans la scène qui va nous intéresser aujourd'hui, c'est-à-dire l'infameuse scène du phosphore blanc. Le truc choquant dans cette scène, ce n'est pas forcément que le joueur balance du phosphore blanc sur des soldats américains, ou même que près d'une centaine de civils se fait carboniser dans le même temps par la faute de Walker. Non, le truc qui nous brusque, c'est que jusque-là, Spec Ops The Line, c'était qu'un jeu de shoot à la troisième personne de plus, où on bute des centaines de mobs sans visage, et où on ne se pose pas vraiment de questions morales, jusqu'à ce que le jeu décide, sans crier gare, de retourner la caméra sur nous, comme dans Profession Reporter, un film d'Antonioni, et nous demande, à nous le joueur, des comptes. Au-delà de ça, la scène est proprement épouvantable, et nous fait comprendre que ouais, tu peux aller dans un désert à je ne sais combien de kilomètres de chez toi pour aller dézinguer du gros barbu ou que sais-je encore, y a pas de souci. Mais n'essaie pas, après ça, de te faire passer pour le héros après coup. Non, parce que après cette histoire de phosphore blanc, Walker n'est plus un héros, et d'ailleurs le joueur non plus. Et on embraye directement avec le manga légendaire Vagabond, du pas moins légendaire mangaka Takehiko Inoue, dont je vous avais déjà parlé, rappelez-vous, lors de ma vidéo sur Slam Dunk. Je vous avais ainsi promis que je vous reparlerai de Vagabond un jour, et voilà, il semblerait que ce jour soit arrivé. Donc voilà, sans surprise, Vagabond est un chef-d'œuvre parmi les chefs-d'œuvre, et nous narre l'histoire du samouraï Miyamoto Musashi, dont le but est de devenir le plus grand sabreur que le Japon ait jamais connu, tout en se posant des questions existentielles sur la voie du sabre, entre guillemets, en tant que philosophie de vie. La scène dont j'ai envie de vous parler justement, elle est très simple dans le concept. Musashi vient de tuer les frères Yoshioka, c'est-à-dire Seijuro et Tenshishiro, respectivement, dans 2 duels parfaitement honorables. Cependant, les élèves de l'école de sabre Yoshioka décident quand même de se venger, et attendent à plus de 70 que Musashi sorte de la ville afin de le tuer, et donc, par là même, de venger leur maître. Musashi les voit de très loin, devine leur but, et décide quand même de se jeter dans la gueule du loup, sans raison apparente. Il y va dans un combat complètement dingue à 1 versus 70, et Musashi les extermine tous en l'espace d'une bonne heure bien tassée. Le combat est magistralement dessiné, merci Inoue, j'ai envie de dire c'est normal, et gore à souhait. Donc voilà, c'est tout. Alors, certains d'entre vous me diront que les combats sanglants, où le héros effectivement déboîte des dizaines d'adversaires en même temps, ça n'a rien de bien extraordinaire, surtout dans les mangas. Et peut-être même que les plus sagaces d'entre vous me donneront l'exemple du manga Berserk. Durant l'âge d'or, la fameuse scène, la fameuse séquence où Guts tue à lui tout seul une centaine d'hommes, dans des circonstances qui, vues de loin, peuvent être comparables à celles de la scène de Vagabond dont je viens de vous parler. Et justement, je trouve que de comparer ces deux moments, c'est-à-dire celui dans Berserk et celui dans Vagabond, c'est parfait, pour montrer à quel point la scène de Vagabond est incroyable, mais également terrifiante. Alors, dans Berserk, la séquence dont je viens de vous parler où Guts déboîte une centaine de soldats, faut le dire, Guts se fait prendre par surprise par les soldats, il n'a pas beaucoup de choix que de riposter et de combattre, et en plus de ça, il le fait pour protéger la vie de Casca. Alors que, dans Vagabond, c'est Musashi lui-même qui se jette dans la bataille, alors qu'il aurait pu largement esquiver tous les Yoshioka. Il n'a aucune raison de les tuer, d'autant qu'il a battu les frères Yoshioka dans des duels honorables, permettez-moi de vous le rappeler. Mais Musashi y va quand même, sans même comprendre lui-même pourquoi il y va. Et surtout, la plus grande différence entre ces deux passages, c'est-à-dire Berserk et Vagabond, c'est que les soldats que Guts affronte ne sont pas humanisés le moins du monde. Dans Berserk, les soldats de Adon sont des sombres soudards, des mercenaires sans âme, donc à la solde du misérable Adon, et quand ils se font dessouder par pack de 10 par Guts, un instant on va se mettre à les prendre en pitié. Tout le contraire de cette même scène dans Vagabond, où chacun des samouraïs que Musashi massacre est humanisé. On voit que ce sont des gens simples, pour la plupart bons et vertueux, extrêmement attachés à leur maître Yoshioka et qui veulent simplement les venger. Certains même se rendent compte avec horreur qu'en partant de chez eux ce matin pour tendre cette fameuse embuscade à Musashi, aucun d'entre eux ne se doutait qu'il n'allait probablement pas revenir. Il y a un moment d'ailleurs qui m'a particulièrement marqué, d'un jeune samouraï qui s'était laissé un peu de brioche sur la table de chez lui juste avant de partir pour aller tuer Musashi, pensant qu'il allait pouvoir la terminer à son retour, cette brioche, sans savoir qu'il allait se faire en fait faucher par le sabre ensanglanté de Musashi. Et justement, l'ironie dans cette scène, c'est que le seul personnage qui n'est pas humanisé dans cette séquence, c'est Musashi lui-même, qui en est réduit à être une machine à tuer, qui tue, sans aucune raison. Musashi, contrairement à Guts, n'a personne à protéger. Il aurait pu s'enfuir à de multiples reprises, pourtant il choisit de ne pas le faire, et ce, délibérément. Voilà pourquoi cette scène, a priori anodine, m'a marqué. Numéro
Numéro 6 maintenant. Bon, cela va peut-être en étonner plus d'un, mais on va maintenant parler d'un dessin animé. Très connu chez les anglo-saxons pour son ambiance macabre et sa violence qui semble sortir de nulle part, j'ai nommé Watership Down, ou La Folle Escapade en version française. Alors en principe, vous devriez être en train de voir des extraits du film d'animation là tout de suite là, et certains d'entre vous doivent se demander qu'est-ce qu'il y a de si choquant en fait, il y a que des petits lapins mignons dans ce dessin animé, c'est quoi le délire? Eh bien, que nenni, mes bons amis. Ah, que nenni! Ce film est tristement célèbre dans la culture internet pour une raison simple, il s'agit de l'une des œuvres de fiction pour enfants les plus sombres et les plus gore jamais animées. Ce film d'animation nous raconte l'histoire de Noisette, notre protagoniste lapin, qui a un petit frère, également lapin évidemment, qui a récemment eu des espèces de cauchemars, des visions horribles de la destruction totale de leur terrier, de leur garenne, par les humains. Cela dit, pas grand monde ne les croit. Wallah, tu mens, frère. Et Noisette n'a pas d'autre choix que de convaincre quelques amis à lui de se joindre à lui et à son frère et de se tirer, de quitter le terrier pour s'échapper et de trouver une nouvelle patrie, une nouvelle garenne. Voilà. Bon, je ne vais pas perdre mon temps en conjecture, ce film est excellent, ça c'est une évidence, et le facteur choc repose principalement sur la capacité du film d'animation à nous faire comprendre à quel point le monde est terrifiant quand tu te balances au bout de la chaîne alimentaire, comme les lapins justement. C'est très simple, tout le monde veut tuer Noisette et ses potes, et bien souvent, c'est ce qui se passe. On parle des intempéries, des prédateurs, sans même parler des humains. Être un lapin, c'est clairement de la merde, et le film s'évertue à te le faire comprendre de la manière la plus gore possible. À cela, il faut ajouter le lore du monde des lapins qui est superbement distillé tout au long du film. On apprend par exemple que les lapins divinisent le soleil, ils ont aussi une entité qu'ils appellent le lapin de la mort, et qui est plus ou moins leur équivalent de la grande faucheuse, sans oublier Elarira, le lapin de la légende qui, d'après leur mythologie, serait la raison pour laquelle tout le monde veut les buter en fait, les lapins, car Elarira avait fait preuve d'arrogance. Et donc Hélios, donc le soleil, a décidé de faire des lapins des grosses victimes. Résultat, tous les animaux de la forêt, à part les lapins, veulent bouffer les lapins. Bon. Bref, c'est vraiment bien écrit, et l'univers des lapins de Watership Down est vraiment passionnant. Et en plus de tout cela, j'ai également apprécié la déconstruction de l'intrigue, entre guillemets, terre promise, que l'on voit souvent dans ces films du genre, c'est-à-dire par exemple, je sais pas, Le Petit Dinosaure et la Vallée des Merveilles, ou même Dinosaure de Disney, ou même Fievel, avec les espèces de rats là. Où le but est en général d'atteindre une espèce de terre promise en fait. Dans Watership Down, Noisette et ses potes, au lieu d'atteindre la terre promise à la fin du film, ils l'atteignent à la moitié du film. Et c'est là où, effectivement, ça commence à devenir intéressant. Parce que après quelques jours de bonheur dans cette nouvelle garenne, dans cette nouvelle plaine, ils se rendent compte qu'ils sont toujours dans la merde. Parce que ces imbéciles de lapins n'ont amené aucune lapine avec eux, ces idiots. Hey, where the bitches at? It's supposed to be titties. Where the fucking titties and the bitches? Et ils passent le reste du film à aller chercher des halal. Ce qui est plutôt original, je pense qu'on sera tous d'accord avec ça. Bon, maintenant, vous allez me dire, bon, c'est bien gentil, mais elle est où la scène choquante du film? Le problème, c'est que c'est difficile à dire parce que tout le film est ultra choquant. Ça, c'est une évidence. Voilà. Je dirais quand même qu'il y a deux scènes qui se détachent. La première, c'est le récit que fait un survivant du massacre de la Garenne du début du film. Je sais pas grand chose à dire, sauf que peut-être, si vous voyez cette séquence alors que vous avez moins de 10 ans, voilà. On pourra directement vous enlever le lit de votre chambre parce que vous allez pas dormir. La deuxième scène qui est vraiment marquante, c'est à la fin du film. Lorsque le général Le Borgne, doublé attention en VF par Christian Pelissier, c'est-à-dire la voix de Haddock, Capitaine Haddock de Tintin, et des Argoniens dans les Elder Scrolls, donc sonne la charge sur le terrier de Noisette. Je vous spoil direct, voilà, comme ça au moins ce sera fait. Le Borgne ne plaisante R. Et il massacre quasiment tout le monde. Dans un fleuve de sang lapin, c'est du grand n'importe quoi, mention spéciale à son duel à mort avec Big Wig. Ça m'a fait penser d'ailleurs au combat entre Lawler et Rory McDonald, je veux dire, les mecs voulaient clairement en découdre. Et pour rester sur Le Borgne, ce que j'ai apprécié dans le traitement de ce personnage, c'est que, ok, c'est un enfoiré de tyran sans cœur et sans pitié, mais il ne manque pas de courage, et ça j'ai apprécié. Car quand Noisette attire un gros clébard sur le terrier pour repousser les envahisseurs, Le Borgne n'hésite pas un seul instant à aller sauter à la gorge du Kleps. Le mec, c'est littéralement la version lapin de Makelele. Clébard ou pas, il s'en bat les couilles. Et ça nous change des méchants comme Freezer, qui se mettent à se pisser dessus dès que ça tombe de chocolat pour eux. Je n'ai rien contre les gros méchants, pas beaux, sans qualité rédemptrice, mais au moins n'en faites pas des lâches. Run, bitch! Run! Alors, on commence notre top 5 avec l'infameux Red Wedding, donc les noces propres en VF, que tout le monde connaît, sur lequel je vais pas trop m'apesantir, car d'autres l'ont fait bien mieux que moi. Vous avez sûrement déjà vu cette séquence, dans la saison 3, à la fin, où quasiment toute la famille Stark se fait massacrer par les traîtres frais, alors qu'ils sont au milieu d'une noce, vous connaissez les bails. Ce qui m'a marqué dans cette séquence, c'est qu'elle m'a fait définitivement comprendre la direction que voulait prendre George Martin avec son histoire. L'auteur, et mon accent vous emmerde, voilà. George Martin. Je suis francophone, je dis George Martin, voilà. C'est comme ça, bref. Cette direction que George Martin prend m'a tellement plu que ce sont les noces pourpres finalement qui m'ont poussé à entamer la lecture des livres.
Voilà. En gros, pour vous la faire courte, Robb Stark, s'il s'était trouvé dans une histoire écrite par n'importe qui d'autre, si ce n'est George Martin, n'aurait jamais été tué. Ni lui, ni sa famille, pour la simple et bonne raison qu'ils sont les héros, entre guillemets. Robb est gentil, rompt sa promesse à Lord Frey de mariage arrangé avec l'une de ses filles afin de pouvoir épouser la femme qu'il aime. Il tue Lord Karstark, un général de sa propre armée, parce qu'il a tué des enfants Lannister prisonniers, j'en passais des meilleurs. Bref, Robb Stark, en un mot comme en mille, est le héros vertueux par excellence. Et comme la plupart des héros vertueux dans les fictions, Robb Stark est immensément con. Comme dit précédemment, Robb rompt les termes de son alliance avec Walder Frey pour des raisons émotionnelles au lieu de penser au bien commun. Ces termes stipulaient qu'il devait épouser une des filles Frey après la guerre. Cela met en colère évidemment Walder Frey qui envisage d'ores et déjà une alliance avec les Lannister. De plus, Robb fait de Roose Bolton l'un de ses conseillers les plus proches, plaçant Bolton dans une position de pouvoir qu'il pourrait facilement utiliser contre Robb. Et quand Robb commence à s'éloigner de lui et à ignorer ses conseils, Bolton utilise son pouvoir pour prendre l'avantage sur lui. Robb, l'idiot, est proprement incapable de sonder les profondeurs de la traîtrise de Bolton, mais dans le monde de Game of Thrones, la naïveté entraîne souvent la mort. Robb a choisi de laisser un serpent entrer parmi les loups et il l'a payé au prix fort. À cela, il faut ajouter le fait que Robb ait bêtement surestimé la loyauté de Theon Greyjoy, sans parler du fait que Robb ait fait le choix insensé d'exécuter Lord Karstark, comme je l'ai déjà dit, qui a toujours été l'allié le plus précieux de Robb, et ce dernier ne pouvait pas se permettre de le perdre. Néanmoins, Robb le tue et a été fatalement déserté par les hommes de Karstark juste après, ce qui est l'équivalent de 50% de ses forces vives. Quelle bêtise, mes aïeux! Le manque de finesse et de prévoyance de Robb lui a coûté une bonne partie de son armée et a entraîné des conséquences qu'il n'était pas en mesure de supporter. Mais le truc, c'est que dans tout autre univers que celui de Game of Thrones, Robb n'aurait pas été puni de sa connerie congénitale et l'aurait emporté, je sais pas, grâce à la force de l'amitié ou parce qu'on appelle communément le plot armor. Mais dans Game of Thrones, par contre, la connerie se pécache, et ce fut extrêmement agréable pour moi de voir ce crétin impénitent de Robb Stark et toute sa famille de couillons se faire liquider par Walder Frey, a.k.a. Rusard. Merci, frérot. Pas le temps de niaiser. Continuons avec le numéro 4 en partant du côté de la Corée, attention. On va J'en parler ai vu des choses. d'un dessin animé J'en ai sud-coréen vu des nommé choses. Leafy, A Hand into the Wild, ou Lily à la découverte du monde sauvage en VF, bref, sorti en 2011. Alors ce film d'animation nous raconte l'histoire de Leafy, une malheureuse poule de ferme qui aimerait devenir maman mais qui n'arrive pas à incuber son propre œuf. Elle parvient à s'échapper de la ferme où elle a passé toute sa vie et donc se rend dans la nature. Après une série d'événements, elle tombe sur un œuf de canard dont la mère a été violemment tuée par une féroce belette. Alors qu'elle ne s'était jamais assise sur l'un de ses œufs à la ferme, elle le fait avec empressement, sans que le père de l'œuf, donc un espèce de canard, bref, je vais en parler tout de suite, ne proteste étonnamment. Elle promet au père canard que Leafy appelle Wanderer, mais qu'on appellera Kanarsuke Uchiwa parce que regardez-moi cette dégaine seigneur, d'emmener le canton dans les temps lorsqu'il éclora. Après l'éclosion du canton, Leafy entreprend de devenir sa mère et l'histoire commence véritablement. Le truc avec ce film, c'est que justement on me l'avait conseillé en me disant qu'il allait me choquer. Voilà. Donc je regarde le film, je passe un très bon moment parce que le film est super, malgré la dégaine improbable du canard du clan Uchiwa qui m'a rendu complètement fou, et le film se termine tout gentiment alors que Leafy dit au revoir à son fils canard adoptif qui rejoint une tribu de canards pour s'envoler loin de l'hiver mordant qui glace les temps. Une fin très émouvante, j'ai lâché ma petite larmichette syndicale, c'est trop lion de voir la maman poule, fière de voir son canard de fils s'intégrer, s'envoler avec les siens, mais voilà. Mais j'ai manqué le côté choquant ou quoi? Ça se passe comment? Alors ok, il y a eu un moment, vers la fin du film un peu hardcore, où on voit la gentille poule, Leafy, être à deux doigts de massacrer les bébés belettes, donc de la belette, responsable de la mort de Kansuke Uchiwa et sa meuf, mais bon, on se dit que la belette le mérite quand même. Donc je finis le film sans vraiment comprendre la réputation sulfureuse de ce film, justement, jusqu'à ce qu'on me dise que j'ai en réalité regardé la version américaine censurée, et que pour voir la vraie fin, la vraie fin, il faut aller se dégoter la version coréenne, hardcore XXL non censurée, la version plus 18. Alors donc je me dis, qu'est-ce que c'est que cette version plus 18? Bon, je vais me la procurer, je me la débrouille, bon voilà. Et ouais, d'accord. ok, d'accord, ok. Alors la vraie fin, attention, consiste à ce que Leafy, la mignonne petite poule kawaii, après avoir dit au revoir à son canard de fils, aille donner son corps à la belette afin qu'elle puisse l'égorger et donner son corps donc, mort, à bouffer à ses bébés belettes.
Donc ouais, finalement, la version censurée n'est pas si mal. Voilà, limite, je la préférais. Bon, je déconne, hein. La vraie fin est encore plus émouvante, en fait. Parce que c'est déchirant de voir Leafy mentir à son fils de canard, ou à son canard de fils, en lui disant qu'elle attendra son retour pour ensuite la voir se sacrifier au profit de la belette, afin qu'une mère n'ait pas à voir ses enfants mourir. C'est vraiment excellent, parce que la belette, qui est montrée jusque-là dans le film comme un monstre sanguinaire depuis donc le début du film, est finalement présentée comme n'étant pas bien différente de Leafy, toutes les deux des mères essayant tant bien que mal de protéger leur enfant. C'est beau. Mais c'est aussi très dur. Voilà, c'est aussi très dur. J'aurais aimé m'arrêter avec la version censurée finalement. Bref. Alors, on tape maintenant dans le top 3, et ça ne rigole vraiment plus, parce que notre numéro 3 ne se trouve être nul autre que le manga Gantz, une espèce de fusion dingue entre Doom et Warhammer 40 000. Donc on y voit les aventures de Kurono Kei, donc une espèce de lycéen antipathique qui se retrouve plongé dans une chasse à l'alien au beau milieu de Tokyo. Derrière cette intrigue à l'aspect un peu bébête, se cache un manga ultra sombre, qui traite de l'horreur résidentielle, de l'horreur cosmique et du nihilisme, en faisant prendre conscience aux personnages donc du manga, de l'indifférence de l'univers quant à eux, et de l'inconséquence de l'existence de la race humaine par rapport à tout le reste. Cette présentation de l'angoisse existentielle présente en chacun de nous est clairement la plus grande force de Gantz, et ces thèmes n'ont jamais été aussi bien mis en scène que lors du dernier acte, l'arc catastrophe. C'est un arc spécial à bien des égards, et notamment parce que pour la première fois, ce n'est pas les humains qui chassent les aliens, mais c'est bien les aliens qui chassent les humains. L'humanité est à moitié exterminée en un clin d'œil, les aliens sont bien plus en avance technologiquement que les humains, et le reste des hommes servent de nourriture pour leurs animaux, les animaux des aliens, ou même servent d'animaux de compagnie eux-mêmes. Voilà, donc ça fait un peu chier. Tout est présenté de la manière la plus dérangeante et glauque possible, et il est difficile de lire cet arc d'une traite sans avoir la nausée, en tout cas selon moi. Ajoutez à cela la scène dont on va parler aujourd'hui, donc la scène choquante, hein, voilà, où une espèce de divinité alien ressuscite les différentes femmes que Kurono, donc le protagoniste, a aimées au cours du manga, pour les faire exploser immédiatement après, ne laissant qu'un amas de chair et d'os sanguinolent derrière eux, rien que pour montrer à Kurono que l'humain n'est en réalité qu'une machine qui n'a aucune importance cosmique, dont les émotions ne sont en fait que des impulsions électriques et réactions chimiques, dont le but est la survie. C'est tout. Donc voilà, c'est très très lourd, c'est extrêmement pénible à regarder, et ça fait partie des trucs les plus choquants que j'ai jamais vus, voilà. Et d'ailleurs, en parlant du truc le plus choquant que j'ai jamais vu, vous l'attendiez tous, le voilà, Number 2, l'éclipse de Berserk. Bien évidemment. Que dire, vraiment, tout a déjà été dit sur ce moment complètement fou. Amour, vie, mort, amitié, trahison, toutes les émotions humaines sont présentes dans cette séquence, et tous les curseurs sont mis au max. Voilà, soit dit en passant. L'éclipse de Berserk est un chef-d'œuvre de traumatisme, et parmi les survivants, mais il n'y a pas que Casca et Guts, mais il y a aussi nous, les lecteurs. Rarement on a vu des enjeux aussi énormes se jouer dans une fiction. Donc j'en parlerai pas longuement parce que j'ai rien à dire sur l'éclipse qui n'a pas déjà encore été dit. Et d'ailleurs, j'en ai parlé moi-même lors de ma vidéo, ma propre vidéo sur Griffiths. Ce que je trouve intéressant en fait, c'est que, et là je parle seulement pour les lecteurs du manga, en fait on savait déjà que l'éclipse allait arriver d'une certaine manière. Parce que, et encore une fois, ça ne marche que pour les lecteurs du manga, parce que dans l'animé, on voit pas ça. Dans le manga, je crois que les 3 premiers tomes, on voit le futur, en fait. On voit l'espèce d'après-éclipse où Guts, à moitié dingue, poursuit les différents apôtres. Et on voit donc débarquer Femto, et on voit Guts l'appeler Griffiths. Donc voilà, quand on commence l'âge d'or, on sait plus ou moins comment ça va se terminer. On sait que Griffiths finira par rejoindre, bon gré mal gré, les God End. Mais malgré ça, le voir le faire, c'est autre chose. Et donc, j'ai envie de dire, ça prouve un peu que le spoiler, c'est un peu surfait. J'ai toujours pensé que le concept du spoiler n'a aucun sens, franchement, parce que à partir du moment où une œuvre est bien écrite, peu importe si on sait d'avance comment ça va se finir, ça choque de toutes les façons. Vous pourrez préparer un mec à l'éclipse autant que vous voulez, ça l'empêchera pas de chialer quand il la lira. Mention spéciale d'ailleurs à l'arc des enfants perdus, qui est bien hardcore également. Et enfin, on arrive au number 1, et c'est là où vous me demandez... Mais qu'est-ce qu'on peut mettre au-dessus de l'éclipse de Berserk en termes de trauma ouais. Eh bien écoutez, il me semble que je vous avais dit en tout début de vidéo que j'allais placer une BD franco-belge dans ma liste. Et voilà, laissez-moi vous parler de Peter Pan, BD de Régis Loisel, qui se veut être un préquel du roman de J.M. Barrie, histoire de voir comment Peter a découvert le pays imaginaire et tout ça. Sauf que je préfère vous prévenir, là on n'est plus chez Disney. Et c'est clairement l'une des œuvres à l'imagerie la plus choquante que j'ai jamais vue. En gros, c'est une espèce de relecture adulte et ultra dark du monde de Peter Pan. Et ça commence dès le début, lorsqu'il nous est révélé que la mère de Peter est une alcoolique patentée, doublée d'une fille de joie, voilà, une prostituée qui bat son enfant et le maltraite dès qu'elle le peut. Alors forcément, on imagine bien que le jeune Peter a une vision compliquée de la figure maternelle, on va dire. Et si je vous parle de la mère de Peter, c'est qu'elle est un acteur majeur de la scène la plus choquante, toute fiction confondue à mes yeux, donc qui se passe dans le tome 2 de cette BD, dans un endroit que l'on nomme l'Opicanoba. Alors, qu'est-ce que c'est que l'Opicanoba ?
Alors, l'Opicanoba, en 2 mots, c'est une plaine qui se trouve donc sur l'île du pays imaginaire et qui a la petite particularité d'être absolument terrifiante. L'Opicanoba fonctionne un peu comme Silent Hill. C'est un endroit qui matérialise toutes les peurs des gens qui la traversent. C'est même encore pire que Silent Hill en fait, parce que dans Silent Hill, il faut avoir la conscience lourde d'un crime pour que la ville se mette à vous attaquer. Alors que bon, vous pouvez être qui vous voulez, si vous allez dans l'Opicanoba, c'est un game over immédiat et sans appel directement. Voilà. On voit d'ailleurs des Indiens valeureux et des pirates sanguinaires se retrouver là-bas et se faire littéralement déchirer en deux en même pas 5 minutes. C'est dire l'ampleur du danger. Et évidemment, vous le devinez bien, Peter se retrouve au beau milieu de ce charmant endroit. Aussi, vous vous en doutez, la séquence choquante se trouve être la vision que lui envoie l'Opicanoba. Et je vous le dis tout de suite, je ne vous montrerai rien. Ma chaîne YouTube en dépend. Voilà, j'ai pas envie de me faire straquer. Mais je vous le dis direct, vous n'êtes pas prêts. Je vais vous décrire ce que voit Peter, donc que les oreilles chastes coupent la vidéo tout de suite. Voilà, je vous le dis, vous n'êtes pas prêts. Alors en gros, Peter voit une vision de sa mère, enceinte de lui, qui, bien qu'elle soit gentille au début, devient complètement dingue et finit par, attention, arracher le fœtus de Peter de son ventre pour l'émasculer à coups de dents et étancher sa soif de sang de bébé. Alors voilà, bonne nuit, salut. Parce que, bon, au-delà de l'aspect extrêmement gore de cette scène, ce qui est intéressant, c'est le développement du personnage de Peter après cette scène complètement dingue. Et c'est là où on touche au génie de Loisel. Parce que on aurait pu juste arrêter au choc de la scène, voilà, mais cette scène impacte toute la suite de l'histoire, car la réaction de Peter à cette vision est totalement différente de celle des autres, qui sont, comme je vous l'avais dit, terrorisés. Non, Peter, quand il voit cette vision, lui, il a pas peur. Il est foudrage, et c'est sa haine qui l'empêche de devenir fou. Ajoutez à cela le coup de génie dont je vous parlais tantôt, c'est-à-dire la théorie de Jack l'Éventreur. Alors rapidement, cette théorie stipule que, étant donné que l'histoire de Peter Pan se passe virtuellement durant l'ère victorienne, c'est-à-dire qu'au même moment que les meurtres de Jack l'Éventreur, que Peter sache voler et manier un couteau, il aurait fait un Jack l'Éventreur parfait. Ce qui expliquerait pourquoi personne ne l'a jamais attrapé vu qu'il est capable de voler. Et justement dans la BD, à chaque fois que Peter revient momentanément à Londres, il croise une des victimes du tueur en série Jack l'Éventreur, dont sa propre mère, qui finira donc par se faire éventrer par le malade. Et le truc c'est que dans ces moments-là, il y a toujours un personnage mystérieux, apparemment sujet à l'amnésie, qui traîne dans les parages. Donc, les scènes dans la BD sont quasiment toujours les mêmes. On voit Peter débarquer à Londres, c'est-à-dire avec Clochette, voilà. Il croise une prostituée, il l'insulte parce qu'il nourrit une haine des femmes adultes, des mamans potentielles, depuis les événements de l'Opicanoba. Ensuite, il y a le médecin louche qui les croise, et juste après, on voit la femme morte, avec Peter et le médecin qui déguerpissent des lieux sans qu'on comprenne grand-chose. Alors, on pourrait d'abord croire que c'est le médecin Jack l'Éventreur, mais il est aussi possible que Peter Pan soit en fait Jack l'Éventreur, et que le médecin louche, que l'on voit au moment des meurtres, se soit lui-même convaincu qu'il était peut-être le meurtrier sans le savoir. Il serait logique que ce soit Peter qui ait tué ses femmes, donc poussé à la folie meurtrière par ses visions dans l'Opicanoba, mais on ne sait pas vraiment, et la réponse reste très vague, et il est évident que l'auteur lui-même nous laisse de la place pour interpréter à notre guise. Et voilà, la raison pour laquelle je place la scène de l'Opicanoba en numéro 1 de ma liste n'est pas seulement parce que ça m'a marqué, mais surtout parce que cela permet un développement de personnage ultra original avec Peter, et nous pose à tous un mystère que nous ne sommes pas prêts de résoudre. N'avez-vous jamais voulu voir, les bisounours partir en nettoyage ethnique sur mon petit poney ? Si vous l'avez rêvé, Alberto Vasquez l'a fait. Alors, évidemment, il s'agit là du film d'animation espagnol Unicorn Wars, comme je viens de le dire, réalisé par Alberto Vasquez, qui est sorti en 2015, et qui présente effectivement une rivalité séculaire entre des licornes un peu mimi et des ours en peluche, très mimi. Et ce récit semble effectivement sortir de l'imagination d'un enfant jouant brutalement avec ses jouets. Mais voilà, faut le dire, la version de Vasquez est nettement plus orientée vers un public adulte. Les ours, qui sont pourtant des créatures aux couleurs pastel, à l'apparence douce, aux grandes têtes kawaii et aux yeux tout mignons, aux voix aiguës et criardes, sont, il faut le dire, et contrairement à ce qu'on pourrait croire, décrits comme mesquins, cruels et rigides dans leurs préjugés. Leur haine envers les licornes provient d'un texte sacré racontant comment les ours, autrefois joyeux et habitants d'une forêt sacrée, se sont fait chassés de leur terre par ces mêmes licornes. Et depuis, les descendants de ces ours vivent dans un espèce d'état militaire perpétuel, s'entraînant sans cesse et planifiant des offensives afin de chasser à leur tour les licornes de cette même forêt. Le film se concentre ainsi sur deux frères ours, donc Dodu et Célestin. Alors, Célestin qui s'appelle Azulin, avec l'accent espagnol un peu boiteux, en version originale. Je suppose que le traducteur français fait partie du 18-25, parce que bon, appeler l'ours Célestin, je veux dire franchement,
Limite, je m'attendais à voir Ricitas débarquer, hein, Célestin, ça n'a aucun sens. Bref, moi je vais l'appeler Assouline. Hein. Ces deux frères rejoignent l'armée des ours et s'entraînent dur afin d'un jour, pouvoir se venger des licornes. Et donc, le film, tout en étant une satire de la guerre évidemment, offre une critique de la complexité militaro-industrielle et de l'endoctrinement. Il présente donc une vision manichéenne du bien et du mal, tout en suscitant de la sympathie pour certains personnages tragiquement piégés dans une guerre perpétuelle. En fait, quand je dis il présente une vision manichéenne du bien et du mal, je veux dire que le film critique cette vision trop simpliste en fait. Bon, ok alors. Maintenant, on en vient à la question qui nous intéresse. Elle est où la scène choquante de ce film ? Parce que quand même, si je place Unicorn Wars dans la liste des scènes les plus choquantes de la fiction, faudrait quand même parler de ça. Le problème, et on y vient, c'est qu'il y en a la masse des scènes choquantes hein, dans ce dessin animé. Vraiment désolé. C'est compliqué de choisir une scène parmi tant d'autres, tellement il y en a beaucoup. Je peux par exemple vous parler de la séquence totalement psychédélique où le régiment d'oursons que l'on suit se met à bouffer des insectes hallucinogènes en mode crackhead, plongeant l'un des jumeaux pandas tout mignons, qui fait effectivement partie de l'escouade, dans un délire de violence psychotique qui le fera éventrer son propre frère et le pousse, une fois qu'il aura repris ses esprits, à carrément se pendre. Donc ouais, il s'agit effectivement de bails ultra sombres. Je crois que là, il n'y a pas de débat. Mais voilà, si on veut parler sérieusement des scènes marquantes dans Unicorn Wars, eh bien, on est obligé de parler du fameux Célestin / Assouline à un moment donné. Parce qu'il est clairement le personnage qui ressort, hein, c'est le personnage qui porte à bout de bras le film, Assouline, et c'est vraiment un excellent personnage. C'est donc le frère de Dodu, donc Dodu qui s'appelle Gordy, en version originale. Il me semble, écoutez, je ne suis pas hispanophone du tout, mais il me semble que Gordy, ça vient de Gordo. Je crois que ça veut dire gros, bref. Voilà, limite, là, ok, je valide la traduction. Gordy en Dodu. Assouline en Célestin, effectivement, il céleste, le bleu. Écoutez, non, moi je ne valide pas. Non, là, écoutez, il y a des limites à tout. Bref, Assouline, on va l'appeler comme ça, entretient avec lui une relation teintée de jalousie et une certaine forme d'amour tordu avec son frère. Assouline se distingue tout particulièrement par sa nature sadique et son comportement cruel envers son frère et les autres. Et donc, il faut le dire, un mauvais fond avec lequel il est né, certes, mais qui a notamment été nourri par le fait que sa mère décide de tromper son père, ce qui acheva de rendre Assouline ultra aigri à l'âge de même pas 4 ans. Vous imaginez le délire, quoi. Le mec, à 2 ans et demi, c'était déjà un vieux con, quoi. Bref. Et donc, au fil du film, Assouline, évolue d'une figure brutale à un leader militaire absolument impitoyable. Et cette évolution est marquée par plusieurs moments clés, tous plus choquants les uns que les autres. L'un des plus marquants étant, il faut le dire, l'empoisonnement de sa propre mère. Un acte illustrant la manière dont sa rage et sa jalousie peuvent le conduire à des actes de cruauté absolument inimaginables. Je veux dire, tuer sa propre mère, faut quand même y aller, quoi. Et le mec, il avait quoi, 4 ans? Le mec à peine hardcore, tu sais. De toute façon, le principal moteur des agissements néfastes d'Assouline se trouve effectivement être l'envie et la jalousie, comme je l'ai dit, comme en témoigne d'ailleurs la scène glaçante du meurtre de Coco. Coco étant un soldat tout comme lui appartenant au même régiment. Et Coco étant un meilleur soldat qu'Assouline, c'est-à-dire plus grand, plus fort et plus courageux, éveille bien évidemment le sentiment d'envie profonde chez notre ourson bleu, qui voit en Coco une menace pour son propre statut et son propre prestige. Et cette même jalousie le poussera à éliminer Coco, soulignant sa disposition à recourir à la violence extrême pour satisfaire ses propres insécurités et son désir de supériorité. Mais les choses prennent un tournant pour le pire lorsque Assouline chute d'une falaise après un énième affrontement contre les licornes. Chute qui lui infligera des blessures faciales horribles, un événement qui transforme non seulement son apparence mais aussi sa psyché. En le rendant encore plus impitoyable qu'il était avant. Donc oui, effectivement, le mec devient un monstre total, ayant métamorphosé son visage autrefois angélique en une sacrée gueule de psychopathe fini. Faut le dire, ce qui match parfaitement maintenant avec son esprit tordu, alors qu'avant il était plutôt mignon. Et bon, évidemment, c'était pas très représentatif de son cerveau malade, mais là maintenant c'est fini, voilà. Il est aussi dégueulasse à l'intérieur qu'à l'extérieur, et fort de son nouveau statut de héros de guerre, Assouline prend immédiatement le contrôle de l'armée, massacre les généraux, et devenant ainsi l'unique leader incontesté des forces oursonnes. Ce qui nous mène fatalement à la scène la plus brutale du film, à savoir le meurtre de Dodu, de Gordy, par son propre frère, donc Assouline. Et après avoir lui-même déclenché une bataille aux proportions absolument dantesques contre les licornes, détruisant à la fois les ours et leurs opposants, Assouline est finalement réuni avec son frère, qui était effectivement pendant un petit moment du côté des licornes. Mais dans un accès de jalousie assez habituel pour notre ami Assouline, voyant Dodu soigner une jeune licorne, Assouline pète un plomb, encore une fois, et commet l'irréparable en ouvrant le crâne de son frère à coups de pierre, dans une scène d'une brutalité absolument insoutenable.
Il tue ensuite la licorne de sang-froid et consomme sa chair. Bon bref, il a pété un plomb, voilà. Il a serré sur 20, quoi. Il a serré complètement. Et le film se termine ainsi sur une note surréaliste et horrifiante. Une créature un peu blobesque émerge de la chair de la licorne, dévorant à la fois Dodu et Assouline, avant de se transformer en une sorte d'être humain. Voilà, bon, il y a une métaphore effectivement de la naissance de l'humanité. Peut-être qu'il y a une petite image, une petite allégorie entre de Abel et Caïn avec Dodu et Assouline, on ne sait pas, on ne sait pas. En tout cas, ce dénouement souligne les thèmes du film sur la violence, la brutalité et les conséquences tragiques de la guerre et de la haine. Et au-delà de ça, il y a vraiment d'autres personnages vraiment sympathiques dans ce film. J'en avais un peu parlé dans mon top 20 des meilleurs personnage berserk, mais voilà, j'avais effectivement comparé Mosgus, qui est un personnage un peu boiteux, on va le dire, bon, au Padré, au personnage du Padré, donc le religieux, donc dans Unicorn Wars, qui est pas mal, hein, qui est vraiment pas mal, parce qu'effectivement au début tu crois que c'est un espèce d'obscurantiste complètement taré, qui prêche la guerre ou je sais pas quoi, bref, et tu te dis bon ok d'accord, ça va être une critique un peu paresseuse de la religion. Finalement non, le Padré est un personnage assez sympathique et qui, je vous spoil un peu, finira par se sacrifier pour sauver les autres. Voilà. Et finalement, c'est peut-être le mec le moins irraisonnable de la bande. Tout au contraire du chef de l'escouade, par exemple, qui lui est complètement con. Voilà. Si d'ailleurs je devais reparler d'Unicorn Wars dans une vidéo future, j'en reparlerai encore du Padré, parce que je trouve que c'est assez intéressant la manière dont il est écrit, surtout au niveau de sa dynamique avec le chef, là, anti-religieux. Voilà. Donc c'est assez intéressant. Ils auraient très bien pu faire en sorte de montrer le général comme étant endoctriné sur tous les points, c'est-à-dire le côté militaire mais également le côté religieux, alors que là le film montre un schisme évident entre la faction militaire et la faction religieuse dans les forces d'Urson. Enfin bref, je m'arrête là pour passer à la suite, mais bon, vous avez compris, j'ai vraiment apprécié le film, hein, je vais pas mytho. Voilà. Ce qui n'est pas le cas du premier film de Alberto Vasquez, hein, je crois que c'est Bird Boy ou un truc du genre, j'avais pas vraiment aimé, donc ouais, j'étais un peu rentré dans Unicorn Wars, rentré dans les pieds, et j'ai eu tort, hein, ce film est vraiment un chef-d'œuvre. Bref, peu importe. On passe effectivement au deuxième élément de cette liste, eh bien on va parler de Shirin Bell. Shirin Bell qui est donc un animé, un film d'animation japonais, sorti en 1978, et qui nous présente un conte poignant, qui bouleverse les conventions narratives. Et donc au cœur de l'histoire se trouve un jeune mouton tout mignon, dont la vie a été brisée par la perte tragique de sa mère, tuée par un loup alors qu'elle essayait effectivement de protéger son petit mouton, son petit-fils, contre les crocs du loup. Bon. Eh bien, animé par un désir de vengeance, donc pour venger sa mère forcément, ce petit mouton, donc Shirin, entame un voyage afin de venger sa mère et donc d'affronter le loup. Bon, jusque-là, le récit est assez classique, sauf que, voilà, le récit, là, justement, il va prendre un sacré virage, parce que le tournant majeur de l'histoire se produit lorsque, contre toute attente, le mouton Shirin est carrément adopté par le loup, l'archétype, comme vous le savez, du prédateur dans les contes. Ce lien inattendu entre le prédateur et sa proie crée une dynamique vraiment complexe et émotionnellement chargée. Enfin, je veux dire, je peux vous assurer que je m'y attendais pas à ça. Hein. Et au fil du temps, le mouton, donc, qui au début, effectivement, se fait entraîner par le loup, et c'est ça qui est intéressant aussi, c'est tellement bien écrit. Au début, quand Shirin débarque pour voir le loup, il dit « Ouais, entraîne-moi, comme ça je deviendrai fort et je te tuerai. » Et le loup dit « Ok, vas-y, je t'entraîne. » Et petit à petit, évidemment, Shirin s'entraîne, devient de plus en plus fort, mais il a plus trop envie de tuer le loup. Parce que c'est devenu un peu bon an, mal an, et au gré des années, c'est un peu son seul ami, c'est un peu son père adoptif. Vous l'avez saisi, le mouton subit au fil des années une transformation radicale, devenant un bélier redoutable à l'allure presque démoniaque, une métamorphose qui symbolise la perte de son innocence et l'absorption des caractéristiques de son tuteur, Lupin. Voilà. Aussi, le point culminant, et là on arrive à la scène choquante de l'histoire, survient dans un acte tragique de protection. Et donc, pour sauver une brebis et son agneau de son pote le loup, Shirin, maintenant un gros bélier vénère, tue accidentellement son père adoptif loup, l'être qu'il a élevé et accepté. Et cette mort involontaire bouleverse complètement la narration, posant des questions sur la nature de l'identité, la vengeance et les liens familiaux. Ce qui rend cette scène particulièrement poignante est la réaction des autres moutons. Loin de célébrer Shirin comme un héros, ils sont toujours horrifiés par son apparence terrifiante et le rejettent, le laissant isolé et sans famille. Et le seul être qu'il avait accepté et aimé, Shirin, eh bien c'est le loup. Sauf que, il est mort. Ce contraste saisissant entre l'acceptation inattendue du loup et le rejet de ses propres semblables moutons confère à l'histoire une ironie absolument tragique. Et l'histoire de Shirin Bell est un tourbillon d'émotions, mélangeant la tristesse, la trahison, l'ironie et la solitude, évidemment. C'est un récit qui déconstruit les attentes du lecteur, mettant en lumière la complexité des relations et des émotions. Dans un monde où les frontières entre le bien et le mal, l'ami et l'ennemi, tout ça, sont floues et changeantes.
Et entendre, à la toute fin de l'animé, Shirin hurler à la mort dans les montagnes, crier le nom du loup, donc il me semble qu'il s'appelle Wo, ça fait clairement partie de ces séquences auxquelles j'ai directement pensé au début de l'écriture de cette vidéo, voilà. On me demande les top moments choquants, je vais penser à Shirin, donc voilà. J'avais même hésité à le mettre dans le précédent top 10, mais il n'y avait plus la place. Donc voilà quoi. Bref, chef-d'œuvre parmi les chefs-d'œuvre, il n'y a pas de problème par rapport à ça. Et avant de passer au troisième même mec qui nous a effectivement pondu Watership Down. Bon voilà. Et pour en revenir au film, eh bien, il se termine sur une note vraiment triste et assez réconfortante finalement. Les deux chiens, poursuivis par l'armée, n'ont pas d'autre choix que de prendre la mer afin de s'échapper. Et les dernières répliques de Rolf avant l'arrivée des crédits ont une connotation vraiment chaleureuse parce que elle suggère que Rolf est carrément prêt à affronter la mort qu'il craignait tant, c'est-à-dire la noyade, afin de ne pas laisser son ami seul. Et le fait que l'un des personnages les plus pessimistes du film décide finalement d'affronter sa plus grande phobie, c'est-à-dire de se noyer, hein, comme vous le savez, juste pour ne pas laisser son poteau chien crever seul, bah ça fait juste partie des moments les plus choquants, émouvants, et ce que vous voulez de la fiction à mes yeux. Alors, pour notre numéro 4, ça va aller assez vite, parce que là, il s'agira d'un court-métrage japonais, qui est donc effectivement Les 7 Chevreaux, et qui adopte une interprétation unique et sombre du conte classique des frères Grimm. Réalisé en stop-motion, ce petit court-métrage se distingue effectivement par son style visuel saisissant et son traitement de thème, il faut le dire, très mature. Donc il s'agit toujours effectivement de 7 chevreaux qui se cachent chez eux, dans leur petite cabane dans la forêt, tandis que leur mère est partie faire les courses ou je ne sais quoi, et donc le loup en profite pour essayer de venir les manger. Sauf que là, le problème, c'est que le loup n'est pas seulement un prédateur dans ce court-métrage, mais c'est surtout une métaphore des abus parentaux. Et ce choix narratif transforme un conte traditionnellement destiné aux enfants en une représentation perturbante, et sans concession des violences familiales, et même
des violences sexuelles en termes généraux. Le film choque par sa représentation explicite et graphique des abus, abordant un sujet souvent tabou avec une honnêteté vraiment brutale. Je veux dire, les scènes, bien que stylisées, sont d'une intensité émotionnelle remarquable, laissant les spectateurs à la fois captivés, mais surtout mal à l'aise. Ce contraste entre la familiarité du conte et la dureté de sa réinterprétation crée un impact puissant et mémorable. Je veux dire, la scène où la maman chèvre sort ses enfants du ventre du loup et qu'on voit leur peau totalement carbonisée par l'acide gastrique du loup, ouf. En plus, c'est la première scène du film, donc voilà, clairement, tu vois plus ou moins dans quoi t'as mis les pieds. Et en plus, les chevrons en question sont d'une mignonnerie et d'un kawaïisme à toute épreuve, il faut le dire. La fin est plutôt sympa d'ailleurs, avec chacun des membres de la fratrie se voyant offrir un beau manteau pour cacher leurs cicatrices, symbolisant, bon, la possibilité pour les enfants de gérer et d'accepter leur trauma, de vivre avec malgré tout, bref, bon, voilà quoi. C'est court, c'est sympa, c'est choquant, tout ce qu'on aime, et bon... Et donc, on passe à notre numéro 5, et là par contre, on va prendre un peu plus notre temps, car il s'agira d'Afro Samurai, une série animée qui est sortie en 2007, et qui fut suivie peu après d'un film en 2009 nommé Afro Samurai Résurrection. Alors donc, cet animé se démarque dans le genre de l'action, un peu bourrine, par sa représentation intense du cycle de la violence. Cycle de la violence dont on parle souvent sur cette chaîne, puisqu'on parle souvent de The Last of Us 2, hein, voilà. Le fameux thème du cycle de la vengeance, du cycle de la violence de The Last of Us 2. Pour ceux qui ont joué à ce jeu, vous savez très bien à quoi je fais référence. Alors le scénario au premier abord d'Afro Samurai semble suivre les clichés habituels des histoires de vengeance, puisqu'il s'agit donc d'Afro, le personnage principal, qui, à l'âge de 8 ans ou de 7-8 ans, peu importe, devient le spectateur de la mort de son père, tué par un espèce de cow-boy bizarre, nommé Justice, et donc à partir de là, forcément, le petit Afro se lance dans une quête implacable pour venger la mort de son père. Et le cœur de cette série réside dans sa représentation du cycle de la violence, similaire à celui observé dans des œuvres, comme je l'ai dit, comme The Last of Us 2 ou bien d'autres. Cependant, Afro Samurai pousse ce concept à un niveau supérieur, offrant peut-être la meilleure illustration de ce cycle dans la fiction. En tout cas, en ce qui me concerne, c'est la meilleure illustration. Et contrairement aux autres protagonistes de ce genre d'histoire, qui tentent souvent de briser ce cycle de la violence, El Famoso cycle de la violence, sans aller au bout de leur vengeance, eh bien Afro, lui, il s'en bat les couilles et il recule devant rien. Il poursuit sa quête de vengeance à tout prix, ignorant tous les avertissements sur la haine et la solitude qui l'attendent. D'ailleurs, il s'en rend compte totalement, mais il s'en fout. Et au cours de sa quête, Afro affronte et tue plusieurs personnes vraiment significatives dans sa vie, y compris son maître et son frère adoptif, carrément. Ces personnages essaient de le dissuader, sont extrêmement gentils et doux avec lui, essayant de lui faire comprendre désespérément que sa quête ne mène qu'à une vie emplie de haine et de solitude. Mais Afro accepte ce destin, l'appel de ses vœux, et accompagné seulement par son ami imaginaire, qui est donc une manifestation de sa capacité à faire face à l'isolement. Voilà. Et donc il accepte tout ça, et il continue d'avancer dans le sang et le gore. Bon. Et l'engrenage du cycle de la violence dans lequel Afro s'inscrit depuis qu'il a 8 ans est parfaitement illustré lorsqu'il donne le bandeau du numéro 2 à un enfant dont il a tué le père sous ses yeux. Et ça, effectivement, c'est une scène qui survient à la toute fin du film Afro Samurai Résurrection. Cette scène fait évidemment écho à son propre passé, où Justice avait fait de même après avoir tué son père. Cet effet de miroir est d'une froideur glaçante et souligne le fatalisme d'Afro dans l'acceptation de son rôle dans le cycle de la violence. Je veux dire, on va pas parler chinois, cette scène m'avait carrément mis sur le cul à l'époque, et elle justifie à elle seule la place d'Afro Samurai dans ce top. Il fait exactement ce que Justice lui a fait, quoi. Mais sans aucune peine, quoi. Enfin, je sais pas, je veux dire, dans ce genre de scénario, de cycle de la violence, et surtout, en plus, avec le délire des deux bandeaux, parce que comme vous le savez, enfin, si vous avez vu l'animé, le monde est régi par un système simple, il y a deux bandeaux. Donc dans le monde de Afro Samurai, le bandeau du numéro 2 et le bandeau du numéro 1. Celui qui porte le bandeau du numéro 1 est semblable à une divinité. Mais la seule personne qui peut éventuellement briguer ce bandeau numéro 1 est celui qui a le bandeau du numéro 2. Ce qui fait que c'est un cycle de violence total. Donc tous les hommes normaux veulent essayer de récupérer le bandeau numéro 2, et tous ceux qui ont le bandeau numéro 2 veulent aller se battre contre celui qui a le bandeau numéro 1. Bref, c'est un cycle de la violence, et c'est très bien représenté. Le truc, c'est que Afro, lui, il joue totalement à ce jeu, en fait. Ça veut dire que tu te dis forcément que peut-être il va cacher les bandeaux, ou essayer de les brûler. Non, 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 du début jusqu'à la fin, il en a rien à foutre, il joue au jeu, il suit les règles, et... Enfin, je veux dire, je sais pas, je trouve ça vraiment d'une originalité... En fait, c'est tellement simple que c'en est original, d'autant plus que le film est totalement... comment dire, self-aware par rapport à ça, vu que tous les persos lui disent « Afro, il faut absolument qu'on détruise ces bandeaux, il faut absolument qu'on brise le cycle de la violence », mais Afro, il leur dit « Allez vous faire foutre !»
Je veux me venger, et ensuite je donnerai le bandeau à un enfant random dont j'aurais massacré le père, et on va continuer ça, y a pas de souci. Fais tourner Judas, et on continue ça pendant encore 100 ans, comme dirait l'autre. Ça me rappelle la phrase de Mitterrand, là. Dans 100 ans encore. Mais c'est ça, Afro, c'est dans 100 ans encore. Voilà, les bandeaux. On va continuer ça, en fait. Continuer la vengeance. Je sais pas, je trouve ça trop bien. Voilà, je trouve ça tellement original, je m'y attendais pas du tout, en fait. Et l'animé ne cède pas. Voilà, tu vois déjà le premier épisode, tu vois des boobs partout, du sang, des insultes, du rap. C'est pour les cons. Mais en fait, pas du tout, quoi. C'est vraiment... Pour moi, c'est un chef-d'œuvre, voilà. Contrairement à d'autres personnages qui auraient cherché à mettre fin au bain de sang en détruisant les bandeaux, comme je l'ai déjà dit, Afro choisit sciemment de ne pas le faire et il s'engage pleinement dans ce chemin de destruction, devenant un symbole vivant du cycle ininterrompu de la vengeance et de la violence. Et le manga, parce qu'à la base, il y a eu un manga avant l'animé, va encore plus loin dans cette représentation, en montrant Afro utilisant carrément une meuf handicapée en fauteuil roulant comme bouclier humain. Détends-toi, Afro, à un moment donné, quoi. Le mec, il est dans un état d'épuisement moral complet. Ça veut dire que, voilà, la moralité, bon, pour Afro Samurai, c'est pas c'est un truc relatif. C'est un truc relativement relatif pour ce mec-là, je veux dire, bon. Et clairement, Afro Samurai, donc l'animé, est un récit percutant, ça c'est certain, sur les conséquences de la vengeance et de l'acceptation du rôle de chacun dans le cycle de la violence, et le fameux cycle de la violence. Et donc, sa conclusion, loin d'offrir une rédemption ou une rupture avec ce cycle, plonge le spectateur que nous sommes, enfin les spectateurs que nous sommes, dans une réflexion profonde sur la nature humaine et les choix irréversibles façonnant nos vies. Je veux dire, Afro a fait son choix à 8 ans. Il dit, oh, bon, bah, je vais aller niquer la race du cow-boy, et c'est tout. Il n'y a ni rédemption, ni nanani, ni nanana. Et il est déterminé à assumer les conséquences de tout ça jusqu'au bout. Et donc, pas de rédemption pour Afro Samurai. Et d'ailleurs, vu qu'on parlait effectivement de la fameuse scène où Afro donne le bandeau numéro 2 au gamin dont il avait tué le père, bah parlons un peu de ce combat, donc le combat de Afro contre le père du petit, c'est-à-dire Shishigoro. Donc, alors, je vais pas vous mentir, je suis un peu frustré parce que dans ma vidéo, que normalement vous avez déjà vue, de mon top 10 des combats d'animé que je préfère, j'aurais dû mettre ce combat-là, il m'avait totalement sorti d'esprit. Donc voilà, Afro versus Shishigoro, bon, bah écoutez, j'en parle maintenant, quoi. Parce que oui, cette confrontation est chargée d'émotions et surtout de tension. Ce qui rend ce duel particulièrement choquant, c'est son dénouement tragique. Afro tue Shishigoro, comme je l'ai dit, donc un père, devant son fils. Et ce moment est un miroir saisissant de la propre expérience d'Afro, rappelant comment lui-même avait été témoin de la mort de son père. Et ce combat illustre que, malgré ses compétences, sa force et tout ça, eh bien Afro n'est pas si différent de Justice, son propre ennemi. En fait, il est même pire que lui. Et il montre jusqu'où Afro est prêt à aller pour atteindre ses objectifs, même si cela signifie répéter les erreurs et les horreurs du passé. Et à côté de ça, il y a plein d'autres combats qui sont cultissimes pour moi dans Afro Samurai. Et c'est pour ça d'ailleurs que je ne supporte pas le jeu vidéo Afro Samurai là sur Xbox et PS2 là, enfin PS3. De toute façon, au vu des graphismes, on croirait que c'est sur PS2. En fait, le problème de ce jeu, c'est que la fin a été totalement remaniée. Et en fait, c'est... voilà. Si vous voulez savoir ce qu'aurait été Afro Samurai s'il avait été écrit par des cons, bah, vous jouez à ce jeu, voilà. La fin, c'est quoi? Bah, ça s'appelle Afro décide de pas se venger, voilà. Super. Magnifique. Ils ont totalement changé la fin de l'animé, donc ouais, Afro accepte le pardon, je sais pas quoi, bref, voilà. Heureusement que l'animé et les films n'ont pas suivi cette voie-là, parce que sinon, bah, Afro Samurai, ça aurait été de la merde. Et allez, donc on va parler de Wolf Rain. Donc Wolf Rain, ou peu importe, bref. Voilà, un animé qui quand même date un peu, il est vrai, puisqu'il date de 2003, et qui a complètement retourné la tête de pas mal de gens avec sa fin complètement dingue. Donc l'histoire, très rapidement, c'est celle d'un groupe de loups qui, dans un monde post-apocalyptique, cherche le paradis, donc le Rakuen. Le paradis avec un grand P, un lieu mythique supposé apporter la paix et la renaissance. Bon, l'animé est très mystique, très métaphorique, très allégorique. On ne saura jamais vraiment ce que c'est que le paradis. Est-ce que c'est quelque chose de physique? Est-ce que c'est une idée? Est-ce que... On ne sait pas vraiment. L'animé est très onirique, très poétique. Enfin bref, en plus, l'OST de cet animé, enfin, je veux dire, pour moi, c'est top 3. Hein. Top 3 ever. De toutes les manières, c'est pas étonnant vu que c'est le même studio qui a fait Cowboy Bebop. Donc, en termes d'OST, les mecs, bon, c'est pas forcément des schlags. Et donc, pour reparler des loups un peu rapidement, ils peuvent se camoufler en humains. Et sont les seuls à pouvoir donc trouver le fameux Rakuen, le fameux paradis. Et donc, on va le dire, le concept est assez cool.
Mais attendez, ça devient encore plus intense avec le personnage du grand méchant de cet animé qui n'est autre que Darcia. Alors, ce mec est clairement l'un des antagonistes les plus intimidants ever dans un animé. Je veux pas mytho, parce que bon, à la base, Darcia c'est un type qui veut ressusciter sa femme, qui est morte. Bon, à la limite, sur ça, c'est un peu du vu et du revu. Sauf que après quelques épisodes, tu comprends, bon, que finalement Darcia c'est peut-être un mec un peu différent de la masse. Parce que lorsque, il me semble dans l'épisode 12 ou 13, je ne sais plus, il se rend compte que sa bien-aimée est morte, bah survient, je pense, l'une des scènes les plus déchirantes que j'ai jamais vues dans un animé. Personne ne parle de cette scène. Et, franchement, la vérité, cette scène est tellement extraordinaire que je suis étonné qu'on n'en a pas fait un mème, en fait. Qu'on n'ait pas fait un mème ou je sais pas quoi. Bref, en gros, c'est très simple, hein. Darcia pète un plomb. Voilà, il devient dingue. Voilà, il se pète le crâne contre un mur, il se met à hurler. Et en plus, même le doubleur VF, le gars, il s'est niqué la gorge, quoi. Vraiment, le mec, il a tout donné. Bon, évidemment, bon, le doubleur japonais, je n'en parle même pas. Et à partir de ce moment-là, c'est open bar. Voilà, le mec devient complètement terrifiant. Voilà. Ce qui nous amène à notre fin. Une fin qui est effectivement assez hardcore, parce que donc, Darcia, qui n'a plus rien à perdre, et qui décide effectivement d'aller au paradis, donc voilà, de chercher le paradis lui-même pour peut-être éventuellement y trouver sa femme Harmona là-bas, bon, décide de se transformer en énorme loup, voilà, tout simplement, et c'est le carnage total lors du dernier épisode, parce que bon, éliminant 95% des personnages principaux les uns après les autres, c'est vraiment un truc de fou. On parle d'un bain de sang absolument hallucinant, du genre qui vous laisse scotcher devant votre écran bouche bée. Tout est marquant dans cette fin. Comme le moment où Tsume, le Sasuke de service, doit être fin aux souffrances de Hige, hein, le faire-valoir comique de la bande, qui est en train d'agoniser après s'être fait lui-même ouvrir par Darcia, alors que Darcia était en train d'ouvrir Blue, donc la meuf d'Hige. Bon, en fait, tout le monde crève. Tout le monde crève. Et je veux dire, et si ça vous fait pas verser une larme, les mecs, attendez de voir le petit Toboe, le petit doux tout mignon Toboe, se sacrifier pour sauver Kent, l'espèce de chasseur qui a voulu le tuer pendant toute la série. Donc le mec, il se sacrifie pour la vie d'un mec qui a essayé de le tuer pendant 40 épisodes. Voilà. Je rigole, mais franchement, je rigole jaune. Hein. Je veux dire, c'est un épisode qui m'a déchiré, je vais pas vous mentir. Darcia, évidemment, les massacre tous en mode crever tous en mode les couilles. Voilà. En plus, Chesa, la fifleur, se désintègre juste devant Kiba. Kiba, qui est donc le personnage principal de la série de l'anime, qui est assez sympa, Kiba. Hein. J'aime bien Kiba, c'est un bon protagoniste. Le concept de fierté, le concept d'orgueil, donc Kiba, le protagoniste principal de Wolfram, représenterait le mieux ce concept de fierté, quoi, la fierté du loup. Bon, le problème c'est que Chesa, la meuf, et bon, ok, il a beau être fier et avoir de l'orgueil, il s'est quand même cassé les couilles. Il s'est quand même cassé ses couilles de loup pendant 30 épisodes pour la sauver, finalement elle crève devant lui. Bon, à côté, j'en ai déjà parlé, il y a la mort de Blue, pour sauver Hige en vain, évidemment. L'ami, c'est probablement l'une des plus hardcore jamais vues dans un manga ou une série animée. Je veux dire, mais franchement, c'est un truc de fou. Le dernier duel entre Darcia et Kiba, mais putain de merde, quoi. C'est pas juste sanglant, mais c'est terrifiant. Mais juste la tête de Darcia. C'est pour ça que je l'ai mis dans le thumbnail. C'est pour ça que je l'ai mis dans la minière. Juste le design, la gueule de Darcia. Mais le truc, c'est même pas un loup, ce truc. C'est pas un loup. C'est un mec dans Silent Hill. C'est un monstre bizarre. Frère, c'est un truc de fou. Mais non, franchement, il est abominable, ce mec. Non, mais juste le design. Celui qui a designé Darcia, il faut lui donner de l'argent. Il faut qu'il ouvre un compte PayPal. Moi, je vais lui donner de l'argent. Ce truc-là, c'est un truc de fou. C'est pas un loup, c'est un tank allemand. Et en plus, même, t'es mal à la gueule du loup. Le gars, il fait 5 mètres. Évidemment, Kiba, il se fait botter le cul. Bref, en tout cas, tout le monde crève. Et voilà. Tout simplement. Bon, je vous ai spoilé l'animé. Mais bon, franchement, heureusement que l'animé avait une bonne fin parce que il est loin d'être parfait. Je veux dire, le concept est excellent, mais il y a beaucoup de lenteur, il y a beaucoup de moments où ça meuble. Il y a assez peu d'épisodes marquants finalement, tu vois. La fin est incroyable, hein, bien sûr. Et le début est très bon. Mais au milieu, franchement, il y a beaucoup d'épisodes qui ne servent pas à grand chose. Et au-delà de ça, je crois que c'est le seul animé qui a le culot d'acier de nous proposer non pas 1, non pas 2, non pas 3, mais 4 épisodes de résumé. Parce qu'en général, dans les animés, il y a toujours un épisode de merde qu'on saute tous, évidemment, où l'épisode, c'est juste... on résume ce qui s'est passé avant. Bon, voilà. Le problème, c'est que Wolfram, il te le fait 4 fois.
Et 4 fois d'affilée. Il me semble que c'est du 26, de l'épisode 26 à l'épisode 30. Enfin, moi j'avais pété un plomb à l'époque, je disais attends mais vous vous foutez de ma gueule? On passe de Cowboy Bebop à ça? Bon évidemment, heureusement qu'il y a eu la fin. En plus la fin qui n'est même pas dans l'animé de base, c'est des OAV quoi. Putain. Enfin bref, je suis en train de m'égarer. C'est quand même un animé de ouf. La fin extraordinaire. Les musiques, juste les musiques quoi, les musiques, bref. On va commencer tout de suite avec Shingeki no Kyojin, parce qu'effectivement, bon, lors de mes 2 dernières vidéos, je vous ai parlé d'un peu plein de mangas, hein. Je vous ai parlé de Berserk, je vous ai parlé de Gantz, je vous ai parlé de Vagabond, mais je vous ai pas encore parlé de SNK, et donc forcément, quand on parle de trucs choquants, bah SNK, voilà quoi. Ça vient pas loin dans le dictionnaire. Ça, c'est une évidence. Donc on va parler effectivement de ce que je considère comme étant le meilleur arc narratif, non pas dans SNK, mais dans toute la fiction. Voilà, quoi. C'est-à-dire que la fin de la saison 3, parce que effectivement et évidemment on va parler de la bataille de Shiganshina, voilà. Cet arc narratif pour moi c'est le pic de la fiction. C'est-à-dire que en termes de narration, je crois pas que j'ai vu quelque chose d'aussi bien écrit, d'aussi compact, d'aussi complet. Voilà. Et à la limite, bon évidemment... ce qu'on va retenir de la bataille de Shiganshina, c'est le sacrifice de Erwin, le fait que Levi, notre ami Levi, débarque et défonce le titan bestial. Bon, les gens en général, ils retiennent ça, quoi. Bon. Mais moi, à la limite, ce que je retiens, c'est surtout que cet arc est vraiment lourd narrativement, je trouve, parce qu'il y a pas mal de thèmes du manga, et justement, pour moi, ce qui est le thème central du manga, qui trouvent leur réponse dans cet arc. Et quel est ce thème auquel je fais référence? C'est le thème du sacrifice inutile. Parce que, dès le premier épisode de la série, de la première saison, on voit lorsque le bataillon d'exploration revient donc d'une petite excursion, on voit effectivement, bon, notre ami Eren qui est encore tout petit, qui dit « Ouais, super, je vais être comme eux, ce sont des héros !» Et tu les vois complètement dépités, les mecs du bataillon d'exploration. Il y a effectivement une mère un peu éplorée qui leur demande « Où est mon fils ?» Évidemment son fils qui faisait partie du bataillon d'exploration. Et la seule chose que les survivants ont encore de son fils, c'est juste son bras. Et la première chose que la mère demande, c'est « Est-ce que son sacrifice a servi à quelque chose ?» Au début, l'un des survivants dit oui, il a servi à quelque chose, et à la fin il fout en larmes, il dit non, ça sert à rien. Et c'est ça le thème en fait. Encore un autre exemple de cela, dans l'épisode 9, effectivement, on voit Levi voir un de ses hommes mourir, et juste avant de mourir, le mec lui dit Capitaine Levi, est-ce que j'ai servi à quelque chose? Et Levi, évidemment, bon, il sait que sa mort ne change rien finalement, mais on a fait un grand pas grâce à ton sacrifice, bravo quoi. Voilà, c'est ça, c'est le thème du sacrifice inutile. Et dans la bataille de Shiganshina, on se rend compte que tout a vraiment été totalement inutile. C'est un truc de fou. Je trouve ça vraiment d'une noirceur, mais glaçante. Glaçante, c'est d'un génie extraordinaire. Surtout, quand tu te rends compte que Erwin Smith, le héros, quoi, le général, le mec qui balance des discours, des discours motivants à tire-larigot, toujours à dire oui, Shinzo wo Sasageyo, sacrifiez votre cœur pour le bien commun, on va y arriver. Et bah finalement, voilà, il révèle qu'il y a jamais cru, quoi. Il y a jamais cru. En fait, Erwin, c'est Griffiths en pire. Ça veut dire que jamais j'aurais pensé trouver un mec comme Griffiths, mais pire que Griffiths. Parce que Griffiths, bon, et là je vais spoiler Berserk, il a beau avoir sacrifié toute sa troupe du Faucon pour son rêve, il y croyait vraiment, Griffiths. C'est-à-dire que le fait d'avoir son château, d'avoir son royaume, et de régner sur son royaume, et de, d'être un simple roturier qui, malgré tout, transcende son statut social extrêmement bas pour devenir le roi de son royaume, Griffiths, il y a toujours cru à ce rêve. C'est-à-dire que même si, bon, il sacrifie tous ses potes et la bande du Faucon, il les sacrifie pour quelque chose auquel il croit. Erwin n'a jamais cru un seul instant que tout ce qu'il faisait allait régler le problème des titans. Jamais un seul instant. Il a un cynisme glaçant, Erwin. Pour lui, c'était Shinzo wo Sasageyo pour rien. C'est incroyable. À un moment, Levi lui dit « Ouais, écoute, il va falloir quand même que... afin que je puisse aller tuer le titan bestial, afin que je puisse me rapprocher de lui, il faut que vous y alliez pour faire diversion. » Erwin, mais tu sais, avec un ton glaçant, quoi. Ouais, bon, t'inquiète pas, Levi, je vais juste leur donner un bon petit discours à mes hommes, et puis ils iront se sacrifier comme d'hab. Et tu te rends compte que depuis le début, à chaque fois qu'il balançait un discours motivant, genre, ouais, on a besoin de vous, l'humanité compte sur vous, il y croyait pas un seul instant, le Erwin. Il y a jamais cru, en fait. Il y va histoire d'eux. Et d'ailleurs, ce que je dis par rapport à Griffiths, pour moi, c'est évident qu'Isayama, donc le mangaka du manga SNK,
Pour moi, il avait ça en tête parce qu'il y a une planche qui est exactement identique à la planche de Griffiths où on le voit métaphoriquement sur une montagne de cadavres. Évidemment, sur la montagne de cadavres que Griffiths a dû sacrifier tout au long de sa vie de chef de la bande du Faucon afin d'atteindre son rêve. Et Isayama a dessiné la planche identique, sauf que évidemment, c'est Erwin. Tu vois, Erwin sur un tas de cadavres. Sauf que Erwin, lui, il croit même pas à son rêve. Le rêve d'arrêter les titans et de sauver l'humanité, il y a jamais cru. Lui, tout ce qu'il voulait, c'était effectivement savoir si son père avait raison ou pas vis-à-vis des titans. Voilà. C'est tout. Le reste, il s'en bat les couilles. Ça m'a tellement pris au trip, franchement. Et je veux dire, c'est pas juste le fait que Erwin s'en foute. C'est tout ce qui tourne autour de ça, en fait. C'est le délire du sacrifice inutile. Dans le sens où, même dans la guerre, tu meurs pas, on s'en fout. Et c'est pour ça que j'ai beaucoup aimé le personnage de Flock à la toute fin de cette saison. Quand il me semble que c'est la meuf de Marlowe qui vient à son enterrement et qui demande à Eren, bon alors, qu'est-ce que t'en penses? Elle lui demande, ouais, est-ce que Marlowe, est-ce qu'il est mort pour quelque chose? Et bon, Eren, évidemment, il dit, oui, non, ne t'inquiète pas, la mort de Marlowe a vraiment compté. Et tu vois Flock derrière, il devient dingue, il dit, mais ferme ta gueule, enculé. Il est mort pour rien. Il est mort pour rien du tout. Il s'est fait caillasser par un singe, je ne sais où, et il est mort. Il aurait été là, il aurait pas été là, ça n'aurait rien changé. Il aurait pu être avec sa meuf, avec, j'ai oublié son nom, le nom de sa copine. Il aurait été très heureux, hein. Il est mort pour rien. Voilà. Et en réalité, c'est vraiment, comment dire, je trouve ça très parlant sur la guerre en termes général, quoi. C'est-à-dire qu'on te fait croire que tu vas te battre pour les intérêts supérieurs de ton pays, tu te bats pour le drapeau et tout ça, mais finalement, tu te bats pour les intérêts supérieurs de certaines personnes, d'une élite, et finalement, voilà, quoi. Pour rien. Tu crèves pour rien, finalement. Je sais pas. En tout cas, moi, c'est une... comment dire? C'est un arc narratif qui m'a marqué pour ça. Donc... évidemment, on va m'attraper par le callback et on va me dire non, mais le plus important, c'est Levi qui défonce le singe. Qui défonce Sig ou Zeke, je sais pas comment vous voulez l'appeler. Et effectivement, bon, non, clairement, l'animation, j'en avais parlé, je l'avais mis dans mon top 10 de mes combats préférés dans les animés. Évidemment, le combat, enfin, si tu peux appeler ça un combat, un massacre, entre Levi et le titan bestial, bon bah, qu'est-ce que tu veux que je te dise, mon frère? C'est-à-dire qu'en fait, à chaque fois que Levi apparaît, il y a le PIB du Japon qui drop, qui s'effondre. Il y a une récession économique à chaque fois que Levi se tape. Les animateurs mettent trop de pognon dans l'animation, mais j'ai envie de dire, c'est tant mieux. Bref, voilà. Mais voilà, de toutes les manières, en fait, ce qui est marrant avec cette bataille de Shiganshina, c'est que j'avais fait un audio le jour, je crois, le lendemain où j'avais vu cet épisode, donc ça date d'il y a 1 ou 2 ans. J'étais complètement dingue. Si je retrouve l'audio, je vous le posterai. Bref, on va s'arrêter là. Oh, alors on va passer à Nightcrawler. Alors Nightcrawler, c'est un film... je sais pas, j'ai l'impression que les gens n'en parlent pas assez. Donc c'est un film qui est sorti il y a pas si longtemps que ça, et voilà, qui montre effectivement un espèce de mec mentalement... je sais pas si on peut dire qu'il est instable, en tout cas extrêmement froid et extrêmement faux, qui est donc joué par Jake Gyllenhaal, et c'est un type qui a vraiment une volonté assez irréductible de réussir. Alors voilà, donc c'est un mec qui n'a pas de morale et qui va absolument réussir et qui se rend compte effectivement de vendre des images choquantes, je sais pas, d'accidents, de meurtres et tout ça aux sociétés de télévision les plus offrantes, bah c'était un bon business. Donc il s'achète effectivement un peu d'équipement, il engage un mec en le sous-payant et puis c'est parti, voilà. Donc effectivement c'est un film assez glaçant, hein, qui montre à quel point l'état de l'information, à quel point c'est extrêmement racoleur. Voilà quoi, on va prendre les informations les plus sanglantes afin de booster l'audimat, bref. Vous connaissez plus ou moins la chanson. Moi, à la limite, ce qui m'a vraiment intéressé dans ce film, c'est évidemment le personnage principal joué par Jake Gyllenhaal. Et ce mec-là, pourquoi il m'intéresse, c'est qu'il y a vraiment un côté... self-help chez ce type-là. C'est-à-dire que quand il parle, quand il s'exprime, même les livres qu'il lit et les références qu'il a en termes généraux, ça fait vraiment penser à tout ce délire de self-help, des mecs qui te sortent évidemment des citations motivantes dans tous les tous les jours sur Facebook ou sur Instagram. Voilà, l'important c'est le hard work, c'est le nanani nanana. Il a vraiment ce côté productivité. Je sais pas si vous voyez à peu près le type d'influenceur qui presse ce genre de truc, quoi. Voilà, travail dur, il faut travailler dur, ceci, cela. C'est les mecs qui vont, tu vas les retrouver en train de vendre des NFT ou vendre des formations pour t'apprendre à être day trader ou ce genre de choses. Il est vraiment dans ce délire-là, quoi. Mais finalement, à la fin, ce qu'il va faire et ce qui va lui permettre de percer, bah, c'est son manque de moralité, en fait.
Voilà, le mec, il a beau travailler comme un chien, c'est à partir du moment où il commence à filmer des meurtres et en bougeant les corps, en changeant la disposition des choses et tout ça, bref. En repérant les criminels qui se sont enfuis, et en attendant qu'ils soient dans un endroit public, ensuite appeler la police afin que la police vienne les chercher, donc ça part en fusillade et il filme tout. Enfin bref, voilà, ça m'a vraiment marqué. Et évidemment, le moment choquant, c'est à la fin, hein, quand il sacrifie son acolyte, simplement parce qu'il lui a demandé une promotion, une augmentation de salaire. Donc voilà quoi, tu sens que le mec, voilà quoi. C'est pas forcément un enfant de cœur. Bref, donc le film explore vraiment pas mal de thèmes très intéressants, tels que, je sais pas, l'ambition et l'obsession par exemple, parce que le personnage principal, donc joué encore une fois par Jake Gyllenhaal, Louis Bloom, donc Lou Bloom, hein, comme il aime bien s'appeler, incarne vraiment l'ambition débridée, c'est-à-dire que sa quête pour réussir dans le monde du journalisme criminel montre comment une ambition sans limite peut mener à l'obsession et à des choix moralement super répréhensibles. Ensuite, évidemment, il y a quand même la moralité et l'éthique dans les médias, c'est-à-dire que Nightcrawler, ce film donc, critique sévèrement le journalisme sensationnel et la course aux audiences, c'est-à-dire que le film questionne l'éthique des médias, montrant comment la soif de scoop peut conduire à ignorer les conséquences humaines et éthiques de la diffusion d'images violentes. Il y a bien évidemment le voyeurisme et la consommation de la violence, c'est-à-dire que le film met en lumière la fascination morbide de la société pour la violence et le désastre, hein, en termes généraux. C'est-à-dire qu'il interroge la complicité des consommateurs de médias qui alimentent la demande pour le contenu sensationnel et par extension encourageant des comportements immoraux chez ceux qui le produisent. Et bien évidemment, il y a la solitude et l'isolement, parce qu'on va quand même reparler de Lou Bloom, qui est donc un personnage profondément isolé, dont les interactions sociales sont presque exclusivement motivées par l'auto-intérêt. Et t'as vraiment l'impression que le mec, il lui manque une case dès le début du film en réalité. T'as l'impression que le type, non seulement il manque d'empathie, mais il y a un truc qui tombe pas rond chez ce type-là, en fait. Rien que la manière dont il regarde les gens, c'est-à-dire que sans cligner des yeux, tu sens que le mec est bizarre, quoi. Après, encore une fois, il y a aussi la manière dont le film traite le thème de la détermination, hein, c'est-à-dire que d'une certaine manière, le film est aussi une étude sur la transformation personnelle poussée par une détermination inébranlable. C'est-à-dire que Lou Bloom commence comme un voleur de métal un peu désespéré au début du film et devient un opérateur de caméra freelance assez prospère, même très prospère, grâce à ses méthodes qui sont moralement douteuses. Donc d'une certaine manière, le film te montre bien que si, dans notre monde de merde, si tu veux effectivement avoir un peu d'ascendant social et passer de pauvre à riche, eh bien va falloir mettre de côté un peu ta moralité. Donc c'est à toi de voir si ça vaut le coup ou pas. Bref, je m'arrête là. C'est un film de ouf, j'ai beaucoup apprécié, ça c'est une évidence. Et surtout, voilà, la scène de fin où le personnage de l'acolyte de Lou Bloom, qui il me semble joué par Riz Ahmed, voilà, se fait tuer, voilà, tout simplement. Voilou. Bon allez, on va passer à la suite avec Lord of War. Alors Lord of War, encore une fois, c'est un autre film dont on ne parle pas assez, qui est pour moi clairement et sans hésitation le meilleur film de Nicolas Cage. Ça pour moi, c'est même pas une question de on va discuter, je sais pas quoi. Voilà. Dans ce film, il est extraordinaire et pourtant voilà, Cage, c'est un mec qui peut être un peu nanar parfois, mais quand il veut, il fait des bons trucs, et là clairement il le voulait parce que c'est un putain de bon truc. Alors, qu'est-ce que c'est que ce film-là, Lord of War ? En gros, ça parle d'un marchand d'armes, tout à fait, un marchand d'armes à l'époque de la guerre froide, ou peut-être juste avant la guerre froide, enfin durant la guerre froide et ensuite un peu après. Donc on voit les pérégrinations d'un petit marchand d'armes qui passe effectivement de mec qui vend des Uzi à la sauvette à un mec qui fomente des guerres, quasiment quoi. Voilà. Donc évidemment, bon... Ce film explore des thèmes extrêmement sombres, hein, tels que, bien évidemment, le trafic d'armes et la guerre en termes généraux, c'est-à-dire qu'au cœur du film se trouve le commerce lucratif des armes, et Lord of War expose comment le trafic d'armes alimente les conflits à travers le monde, soulignant l'impact dévastateur de ces commerces sur les guerres et les tensions internationales. C'est-à-dire que le film part sur un postulat assez intéressant, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'armes parce qu'il y a des guerres, il y a des guerres parce qu'il y a des armes. C'est-à-dire que les mecs qui construisent des armes, donc il faut forcément qu'il y ait des guerres qui éclatent un peu partout dans le monde, sinon bah, les armes... elle reste dans leur étui et c'est pas très bon pour le commerce. Vraiment, vraiment assez incroyable quand même tout de même. Bon, ensuite il y a bien évidemment la moralité en termes généraux, c'est-à-dire que le film explore la moralité dans le contexte du commerce des armes, c'est-à-dire que le personnage principal joué bien évidemment par Nicolas Cage, Yuri Orlov, tout en étant pleinement conscient de la nature immorale de ses actions, justifie ses activités par la demande du marché, mettant en évidence le dilemme moral auquel il est confronté. C'est pour ça que la fin du film est glaçante, hein, lorsqu'il est effectivement durant la scène de l'interrogatoire face à Ethan Hawke qui est un de mes acteurs préférés d'ailleurs, soit dit en passant évidemment, bon, vu qu'il joue dans un de mes films préférés, à savoir Training Day, donc forcément, voilà. En face de lui, en face de il me semble, Valentine, c'est ça son nom, l'agent du FBI Valentine, il lui dit écoute, t'es bien gentil, tu veux faire le bien, mais moi je fais du business.
Voilà, je fais du business de la même manière que ton président, le président des États-Unis fait du business. Ils ont besoin de moi. Ils ont besoin que moi, effectivement, que je fasse du commerce d'armes avec les ennemis de leurs ennemis. C'est une question politique. Voilà, c'est une question politique et c'est comme ça, quoi. Évidemment, bon bah, forcément, puisqu'on en parle, il y a la corruption. Donc Lord of War dépeint un monde où la corruption est monnaie courante, hein, que ce soit les gouvernements ou même les rebelles. Hein, et c'est-à-dire que le film montre comment les individus et les entités impliquées dans le trafic d'armes exploitent souvent l'impunité offerte par les failles du système international. Il y a bien évidemment l'impact des conflits armés sur les civils, c'est-à-dire que bon, la fameuse scène avec Morbius, avec comment il s'appelle ce con là, Jared Leto, voilà, qui effectivement joue le petit frère de Yuri Orlov et qui décide effectivement d'essayer de sauver des civils qui allaient se faire buter par les mecs qui allaient acheter les armes de son frère. Il essaie effectivement de sauver les civils, bah, finalement il se fait tuer et à la fin, bah, Yuri vend quand même ses armes au mec, malgré le fait que son frère est en train de se vider de son sang à ses pieds, quoi. Enfin voilà, quoi. Il y a bien évidemment la quête de sens et d'identité de Yuri, hein, qui lutte avec sa propre identité et le sens de sa vie du début jusqu'à la fin du film, se voyant comme un fournisseur d'armes plutôt qu'un instigateur de mort. Et évidemment, il se dit ça afin de pouvoir dormir la nuit, c'est ça le truc. Et cette quête de sens, dans un monde immoral, souligne la dissonance cognitive vécue par ceux qui profitent de la guerre. C'est-à-dire que derrière, il tue hommes, femmes et enfants à cause des armes qu'il vend, mais derrière, tu le vois avec sa femme et ses enfants en train de fêter Noël, quoi. Voilà. Et ce que j'aime bien, c'est surtout, bah, Yuri accepte totalement son rôle et il n'y a pas de rédemption, quoi. Ça aussi, c'est pour ça que j'aime beaucoup ce film, c'est qu'il n'y a pas de rédemption de merde, quoi. Après tout ce qu'il a fait, le mec méritait pas de rédemption. Effectivement, quand Ethan Hawke lui dit, ouais, te dirais bien d'aller en enfer, mais je crois que tu y es déjà, bah, Yuri, il acquiesce, quoi. Il sait très bien qu'il est en enfer, c'est fini, puis... Voilà, il n'y a pas de rédemption possible, quoi. Enfin bref, je m'arrête là, ce film m'a marqué, bien évidemment. Il fait partie, effectivement, ce film, de cette série de films coup de poing de la fin des années 90, début 2000, c'est-à-dire Matrix, Fight Club, bon, Lord of War. Il y a bien entendu El Famoso, American Psycho, bref. Il y avait pas mal, effectivement, au début des années 2000, fin des années 90, une série de films coup de poing, comme ça, qui sont sortis un peu à la suite, et c'était une belle période du cinéma, je dirais. Voilà. Bon, allez, on continue avec Drakengard. Alors, bon, Drakengard, les gens n'en parlent pas. Les gens n'en parlent pas, par contre, ils parlent beaucoup du créateur de Drakengard, qui n'est autre que, bien entendu, Yoko Taro. Alors, qui est Yoko Taro ? Yoko Taro, c'est le mec qui a développé le légendaire maintenant Nier Automata. Donc, alors, il faut savoir que Drakengard, effectivement, donc c'est un jeu qui est très mauvais, en tout cas en termes de gameplay, mais qui a un scénario absolument extraordinaire. J'ai déjà fait plusieurs vidéos sur la série Drakengard, donc à la limite sur ça, je vais pas y revenir. Mais en tout cas, ce qui est certain, c'est que Drakengard, c'est donc un jeu qui se passe dans un monde de Dark Fantasy, et qui a plusieurs fins, qui a donc 5 fins. Donc alors, sur ces 5 fins, j'en ai déjà parlé, il y en a 4 qui sont, pour moi, fabuleuses, légendaires. Voilà. Ça, c'est une évidence, et il y a 2 fins dont j'aimerais vous parler à l'heure d'aujourd'hui. Peut-être une fin, allez, à la limite, peut-être pas 2, parce que j'ai pas envie que cette vidéo soit trop longue, mais voilà. Je vais vous parler de l'ending B, donc la seconde fin. Alors la seconde fin, qu'est-ce qui se passe ? Je vais essayer d'aller vite. Donc, le monde est en train d'être détruit. Notre équipe, qui est effectivement composée d'un taré muet qui tue 700 mecs par jour, Kaim, c'est-à-dire d'un mec qui aime bien les petits garçons, donc Léonard, je sais, hein, ce jeu c'est un truc de fou, et une meuf qui mange des enfants, Ariok. Donc voilà, donc une team de joyeux lurons. Eh bien, ces mecs-là échouent, malheureusement pour eux, mais j'ai envie de dire c'est normal, à arrêter la fin du monde. Donc voilà, et donc il y a une espèce de graine de résurrection qui pousse un peu partout dans la capitale. C'est la merde, bon, tout le monde est en train de crever. Et le problème, c'est que la petite sœur du héros est morte. Mais le problème, c'est que le rival du héros n'est pas très content, donc ce qui fait... donc c'est ce qui se passe durant la seconde fin. Donc notre ami Inuart décide donc de faire ressusciter Furiae. Furiae qui est donc la petite sœur de Kaim dont il est amoureux. Et Furiae se fout de lui d'ailleurs. Elle est amoureuse de son frère. Oui, je sais. C'est un jeu qui est complètement dingue du début jusqu'à la fin. Ce que fait Inuart, c'est qu'il met Furiae dans une des graines de la résurrection afin qu'elle puisse ressusciter. Le problème, c'est que effectivement, le jeu se passe dans un univers à la Berserk, ultra vénère, ultra dark. Donc Furiae, effectivement, est ressuscitée, mais elle devient une espèce d'apôtre de God End, bref, une créature absolument ignoble, et elle tue Inuart et extermine tout le reste de la population. Voilà.
Et c'est la fin. Mais bien évidemment, vous vous dites, bon, bah, c'est une fin de dingue, ça se passe comment? Ne vous inquiétez pas, il y en a encore 4 autres fins qui sont encore plus dingues que celle-là. Donc, je veux dire, ou au moins aussi dingues que celle-là, voilà. Il y a effectivement d'autres fins où Kaim arrive, effectivement, avec l'aide de comment il s'appelle d'autres, là, de Serré, le petit gamin, là, à figer le monde. C'est-à-dire que time stop sur le monde entier. La planète se fige dans le temps. Voilà. Parce qu'ils se disent, en fait, ils ont la logique très intéressante et très, très intelligente de se dire, bon, le monde va être détruit. Alors, comment on fait pour sauver le monde? Bah, on va figer le temps. Mais bon, ok, super. Mais donc le monde, il le fige dans le temps, quoi. Et puis le monde est sauvé. Le problème, bien évidemment, c'est que le temps ne s'écoule plus. Bon, bah, écoute, ça peut arriver, ce sont des choses qui arrivent, mais au moins le monde est sauvé. Je vois pas l'intérêt. Non, mais sans déconner, autant faire crever tout le monde dans ce cas-là, si le temps est figé. Bref, en tout cas, c'est une fin de dingue. Bon, après, bon, bien sûr, il y a aussi la fin où Kaim et Angelus débarquent à Tokyo. Voilà, ils débarquent à Tokyo, bah écoutez, ça peut arriver. Ça arrive, c'est-à-dire qu'on passe donc d'un univers à la Berserk à Tokyo. Voilà, et ils se battent contre des avions de chasse. Voilà. Oui, c'est tout à fait normal. C'est tout à fait normal. J'espère que personne parmi vous n'est étonné, voilà. Donc évidemment, je vais arrêter mon ton sarcastique, c'est choquant à la mort. Comment tu peux deviner ça, quoi? Comment tu peux voir ça arriver? C'est-à-dire que du début à la fin, t'es dans un monde ultra fantasy avec des épées, de la magie, des dragons et ceci, cela, des démons. Et à la fin du jeu, enfin la 5e fin, là, d'ailleurs la fin la plus difficile à avoir parce que le boss de fin est complètement fou. Bon, le dernier boss en tout cas. T'arrives à la 5e fin et tu débarques sur Tokyo, quoi. Et tu te bats contre des avions de chasse. Tu te bats contre des arrières, contre des F-14. Ok. What the fuck? Mais j'ai envie de dire, bon, pour ceux qui ont joué à Nier Automata, vous savez qu'Yoko Taro, voilà, c'est le mec le plus dingue de l'histoire du jeu vidéo. Je veux dire, voilà, même Kojima lui dit, écoute frérot, détends-toi, quoi. Lève le pied parce que là, tu vas trop loin. Bref, je vais m'arrêter là pour Drakengard. Donc effectivement, extrêmement choquant. On va terminer avec Gantz. Et oui, avec Gantz, un manga dont je parle assez souvent, mais écoutez, je vais continuer à en parler. Donc, Gantz, c'est un manga où effectivement, ça part en couille tout le temps. J'en avais déjà parlé, effectivement, de Gantz lors de ma première vidéo sur les moments choquants, donc effectivement, il faut en reparler. De toutes les manières, Gantz, les moments choquants, t'inquiète pas qu'il y en a beaucoup. Hein. Voilà, quoi. Comme par exemple, le moment où notre ami, le rival Dark Sasuke, là, Shion Izumi, alors c'est-à-dire que quand tu vois ce mec-là, c'est un Tchad, il est trop dark, toutes les meufs l'aiment, mais lui, il s'en bat les couilles. Bon, tu dis, ok, d'accord, lui c'est Sasuke, d'accord, pas de souci. Par contre, le jour où j'ai lu le chapitre où le mec se déguise en noir, c'est-à-dire qu'il se déguise en homme noir, il débarque à Shinjuku et il tire à coups de Uzi et autres fusils d'assaut sur à peu près 300-400 personnes, voilà, et il les tue tous. C'est vrai que là, à ce moment-là, je me suis dit, oh, ok, d'accord, c'est peut-être pas le Dark Sasuke de base, le Izumi. Peut-être que, voilà. C'est-à-dire que déjà, bon, là, je vous donne un moment choquant parmi tant d'autres dans Gantz. Voilà, le mec qui se déguise en noir pour tuer des gens à Shinjuku. Qu'est-ce que t'es en train de lire? C'est-à-dire que tu lis ça, tu dis, mais je lis quoi, en fait? Pourquoi la vie, finalement? Tu vois, tu te poses des questions existentielles. Pourquoi la vie? Finalement, on se pose des questions, tu te dis, mais... Et pourquoi, finalement? Allez, posons-nous la question, attablons-nous pourquoi. Pourquoi je suis en train de lire un manga où il y a un japonais qui se déguise en noir pour tuer des japonais? Combien de millions d'années d'évolution pour arriver à là? Quel est l'intérêt, finalement? C'est quoi le projet? Tu pars du point A pour arriver à un point B, mais finalement, à quoi bon? Tu vois, bon, déjà il y a ça. Il me semble, à l'issue de la mission contre les Bouddhas, il me semble, où tout le monde meurt. Voilà. Tout le monde meurt, comme ça, sans crier gare. Tout le monde crève. Bon, évidemment, sauf le personnage principal, mais tous les personnages, ça veut dire que ça faisait genre 5-6 tomes qu'on te développait tous ces mecs-là. Ils meurent tous. Boum. Il y a la meuf qui ressemble à Lara Croft, elle crève. Il y a l'espèce de love interest du héros, elle crève. Il y a le rival du héros, qui est plus son pote, plus qu'autre chose. Il crève. Kato, hein, il me semble qu'il s'appelle. Vous m'excuserez mon jeu de mots un peu douteux, mais c'est pas très catholique. Ce n'est pas très catholique. Tu comprends pas. Tout le monde meurt. Ok, super. Ben reset, hein. Frère, t'appuies sur la PS4, quoi. Frère, tu resets la PlayStation et puis on reprend une partie. Bref, il y a plein de moments comme ça complètement dingues. De toutes les manières, ce manga, encore une fois, j'en ai déjà parlé. À chaque fois que j'en parle de Gantz, d'ailleurs, j'en avais parlé effectivement dans ma vidéo sur les œuvres d'horreur cosmique. Et clairement, Gantz, c'est... Voilà, c'est l'incarnation de l'horreur cosmique, c'est l'incarnation effectivement des thèmes de l'horreur cosmique, c'est-à-dire l'humanité, l'humain qui ne comprend pas ce qu'il est en train de l'entourer. Il ne comprend pas l'univers immense
qui l'entoure, et effectivement, il se rend compte petit à petit que il est insignifiant par rapport à tout ce qui l'entoure, quoi. Voilà, tout simplement. Ce sont les thèmes de Gantz, c'est assez choquant, voilà. Alors voilà, la vidéo est terminée, en espérant qu'elle vous ait plu. N'oubliez pas de vous abonner pour encourager la chaîne, et si vous voulez, effectivement, d'aventure, me soutenir davantage, jetez un œil à nos t-shirts et mugs disponibles dans la boutique. Vous pouvez aussi, effectivement, faire un petit don via PayPal, afin de soutenir financièrement la chaîne, car elle en a grand besoin. Voilà, petit coup de Patreon, petit coup de PDF, si vous voulez, effectivement, vous jeter dans l'aventure YouTube, bref. Quoi qu'il en soit, prenez soin de vous, et à la prochaine.